Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir au Palais de la Mutualité. Je me présente, Sonia Paco. Je suis en charge de la co-animation du collectif du Pacte du pouvoir de vivre Lyon-Rhône depuis sa création en 2019 et j'y représente mon organisation, la CFDT. Alors le pacte, c'est quoi ? C'est en 2019 l'initiative d'une vingtaine d'organisations de la société civile organisée qui, autour de Laurent Berger et Nicolas Hulot, bah oui, à l'époque, suite à la crise des Gilets jaunes, à l'urgence de considérer que fin du mois et fin du monde ne peuvent pas s'opposer, se mobilisent pour apporter des propositions concrètes. C'était l'idée qu'il était indispensable de s'unir au-delà de nos différences pour construire un projet de société qui intègre urgence sociale, urgence écologique, mais aussi le nécessaire renouveau démocratique. Être capable de se mettre d'accord, alors même que nos organisations étaient très diverses, dans leur structuration, mais aussi dans leur objet. Syndicats, ONG, mutuelles, associations de lutte contre l'exclusion, associations environnementales ou encore associations d'éducation populaire. C'était un défi, mais aussi une nécessité pour se faire entendre face à la verticalité du pouvoir. Aujourd'hui, le défi a été relevé car le pacte, c'est 90 propositions, une soixantaine d'organisations membres, plus d'une vingtaine de groupes locaux partout en France et une capacité de penser chacune des mesures dans sa dimension sociale, écologique et démocratique. Nos propositions ont vocation à inspirer la vie de la cité et en ce sens constituent une vision globale, une forme de projet politique, mais tout en affirmant que nous sommes apartisans. D'autant que nombre de nos organisations sont également employeurs dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et que nous laissons la place à nos salariés de pouvoir entièrement et librement s'engager et se positionner. Notre groupe local, Lyon-Rhône, ce sont plus de 24 organisations. Permettez-moi de les citer. Le Pacte civique, la Mutualité française, le Club Convaincre, Secours catholique, Gaïlis, France Nature Environnement, ATD Quart-Monde, La Vie Nouvelle, Oxfam, la Ligue de l'Enseignement, Fédération des Centres Sociaux, Fédération Léo Lagrange, Emmaüs Connect, l'EMA, la CIMAD, Forum Réfugiés, la CFDT, l'UNSA, la FAS, le réseau CORAS, le mouvement associatif, Unicité, la FEV et la Fondation pour le logement des plus défavorisés. Ensemble, nous représentons plus de dizaines de milliers d'adhérents sur la métropole et plus encore des personnes que nous accompagnons. Des personnes les plus vulnérables, de l'enfance au grand âge, dans les activités du quotidien de tout un chacun en matière de santé, d'éducation populaire ou encore dans le monde du travail. Nos organisations contribuent individuellement pour certaines à lutter contre les inégalités et la précarité, contre les effets du réchauffement climatique, et d'autres aussi œuvrent dans le champ de l'insertion, de l'accès à l'emploi ou encore du logement et de l'hébergement. Ensemble, nous contribuons au vivre ensemble et à travers ce collectif, le leitmotiv est de contribuer à la vitalité démocratique. L'actualité de notre groupe local pendant notre mandature, pendant la mandature de la métropole, ce sont à la fois de nombreuses rencontres avec des parlementaires autour de nos propositions budgétaires, des échanges avec des collectivités territoriales, les sujets sont très nombreux, sans compter des débats et des tables rondes publiques lors des différentes séquences électorales sur la base du plaidoyer du pacte de pouvoir de vivre. Nous avons d'ailleurs conduit une séquence originale avec la métropole en instaurant avec son exécutif un dialogue régulier autour des sujets de mobilité, logement, éducation jeunesse ou encore l'accès aux droits. À l'occasion des campagnes municipales et métropolitaines, le pacte du pouvoir de vivre national a publié plus d'une dizaine de propositions.
le pacte du pouvoir des villes, que vous pourrez retrouver sur le site ou encore dans les présentoirs à l'entrée. Notre ambition, c'est de tendre vers des villes et des intercommunalités où chacun, quel que soit son âge, son revenu, son origine ou son lieu d'habitation, peut trouver sa place, participer, respirer, se projeter. Où chacune et chacun a le pouvoir de vivre dignement, dans un environnement sain, conscient de notre responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. Parmi nos 32 propositions, qui vont des services au public, en passant par le développement économique et l'énergie, quelques illustrations concrètes de ces mesures. Le logement, avec le pouvoir de vivre dans un logement confortable pour toutes et tous, quel que soit l'âge, le territoire, produire du logement accessible, rénover pour lutter contre les passoires thermiques, réguler pour favoriser l'accès au logement. La mobilité, garantir à toutes et tous le droit à la mobilité avec un espace public pour mieux se déplacer et sortir du tout voiture pour préserver la santé de toutes et tous. Au regard des compétences élargies et uniques de notre métropole en matière de développement économique, de mobilité transport, de logement ou encore de la protection de l'enfance, nous avons souhaité, comme il y a 6 ans déjà, contribuer à faire vivre le débat en organisant une table ronde avec les principaux candidats à la présidence de la métropole ce 27 février au Palais de la Mutualité. Ont été conviés les 3 candidats des listes présentes dans les 14 circonscriptions, à l'exception de la liste RN, dont le programme est fondamentalement contraire à la conception et aux valeurs du pacte du pouvoir de vivre. En toute transparence, nous tenons à vous préciser ce soir que 3 candidats à la présidence de la métropole ont été invités dès le 19 janvier. Monsieur Florestan Groult pour la liste LFI, Madame Véronique Sarcelli pour Grand Cœur Lyonnais et Monsieur Bruno Bernard pour la liste Avançons Ensemble. Si messieurs Bruno Bernard et Florence Desgroult nous ont rapidement confirmé leur présence, et nous tenons encore une fois à les en remercier. Nous avons eu un retour de l'équipe de Madame Véronique Sarcelli le 6 février. Elle a décliné l'invitation sans faire de proposition de représentation compatible avec l'organisation de ce débat, qui ne réunit que des têtes de liste, et ce, malgré nos multiples relances, y compris ce matin encore. Nous regrettons cette absence et souhaitons réaffirmer que nous sommes attachés au pluralisme, mais aussi attachés à contribuer à la vitalité démocratique. Et la table ronde de ce soir en est la démonstration. Le pacte, très justement, porte aussi l'idée que la société civile organisée doit être reconnue comme une force de proposition et de co-construction des politiques publiques. Il s'agira, justement ce soir, de faire entendre nos propositions et de permettre à vous, métropolitaines et métropolitains, d'échanger avec les différents candidats. Je laisse donc la parole à Olivier Razemont, journaliste indépendant, qui animera cette séquence et que nous remercions très chaleureusement d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. Merci pour votre écoute et bonne table ronde à toutes et à tous. Merci Sonia. Donc nous avons 2 candidats à la présidence de la métropole de Lyon ce soir. Florestan Groult, vous êtes la tête de liste pour la liste Faire mieux pour Lyon, présentée par la France Insoumise, et Bruno Bernard, Faire mieux pour la métropole de Lyon, oui évidemment. Bruno Bernard pour la liste Avançons Ensemble, gauche et écologiste, et vous êtes président sortant de la métropole de Lyon. Vous êtes, et Florestan Groult, vous êtes également vice-président d'ailleurs de la métropole également à la pratique sportive.
Tout de suite, le tirage au sort que nous avons fait avant a désigné cet ordre. Bruno Bernard en premier, Florestan Groult ensuite. Derrière moi, il y a Michel Veil, outre Sonia, et Bernard Lagache, qui sont les maîtres du temps et qui mesurent les temps de parole des candidats. Nous allons aborder 3 thématiques successives. D'abord, la métropole attractive. Ensuite, la métropole inclusive. Et enfin, la métropole participative, avec pour chacun des thèmes 2 ou 3 questions auxquelles les candidats répondront en 4 minutes maximum. Nous réservons 35 minutes aux questions du public avec cette règle. Si c'est une femme qui prend la parole en premier, c'est un homme qui prendra ensuite, et l'inverse. Nous allons commencer tout de suite par le sujet de la métropole attractive, et vous aurez l'occasion, avant de répondre à la question, chacun de faire peut-être un petit mot d'introduction pour présenter votre liste. La métropole attractive, avec un sujet qui compte beaucoup pour les structures qui sont adhérentes du pacte du pouvoir de vivre, qui est la question du logement. C'est pas un hasard si c'est la première question. On le sait dans la métropole de Lyon, ils me l'ont expliqué, quand il y a 10 demandes pour un HLM, en fait, il y a une seule qui est satisfaite dans l'immédiat et les autres doivent attendre. Ce que j'ai lu dans la tribune de Lyon, c'est que 22 500 personnes sont privées de logement dans la métropole. J'ai aussi lu que les expulsions sont plus nombreuses. Le recours à la force publique a augmenté de 53% entre 2022 et 2023, donc toujours selon ce média. Il y a un sujet d'offre également de logement qui se pose avec, en fait, tout simplement, pas assez de logements pour l'ensemble des gens qui en souhaiteraient, avec l'ensemble d'ailleurs des catégories de demandeurs qui sont concernés, à la fois les demandeurs qui cherchent un HLM et ceux qui cherchent à acheter, les jeunes couples qui cherchent à ensuite discuter avec un premier logement. Donc, ces enjeux-là, ils sont majeurs. Et d'ailleurs, il suffit de discuter avec les habitants pour s'en rendre compte. Le pacte du pouvoir de vivre préconise d'augmenter l'offre de logements abordables, d'accélérer par ailleurs la rénovation thermique et de réguler le marché du logement. Je vous pose la question à tous les deux, avec donc en premier Bruno Bernard. Que proposez-vous pour répondre à ces enjeux, mais peut-être votre mot d'introduction au départ. Merci bien à toutes et à tous de votre présence. Merci bien à Sonia Paco pour son introduction. Et merci vraiment au pacte de son travail qu'il fait au niveau national et local, dans un temps où les liens sont de plus en plus compliqués dans la société, où l'extrême droite progresse très vite, trop vite. Ce travail est admirable et je voulais le dire. Et je suis très heureux qu'ici, sur la métropole de Lyon, nous ayons des associations aussi dynamiques à travers le pacte. Mais on le voit naturellement à d'autres occasions. C'est une réforme du territoire qui nous permet de travailler ensemble. Ça fait partie du modèle lyonnais, cette capacité à travailler ensemble, elle est vraiment précieuse. Et merci aussi pour toutes ces propositions qui ont été faites, mais en plus qui ont été faites très tôt, je crois que c'était au mois d'octobre, ce qui nous a permis pour nos équipes, et je salue tous les élus candidats présents, je salue aussi David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole Lyon, ça nous a permis d'intégrer à notre programme un certain nombre de points sur lesquels nous étions d'accord. Nous aurons eu l'occasion naturellement de le rappeler. Remercier aussi pour le travail dans le mandat, Sonia Paco l'a rappelé avec les vice-présidents tout au long du mandat, sur un certain nombre de politiques publiques, et puis regretter l'absence de Madame Cercelli, et d'ailleurs je crois de tout élu, même dans la salle, ou de tout candidat, j'ai l'impression, de cette liste, et ça montre malheureusement à quel point les questions sociales sont un impensé des listes de droite sur la métropole de Lyon. Je m'excuse d'avoir pris un peu de temps d'introduction, et j'attaque sur le logement. Je ne reviens pas sur le constat, c'est la plus grosse crise de notre territoire, ça concerne d'autres territoires, mais en particulier la métropole de Lyon. On a un certain nombre de clés. On a fait un certain nombre de choses, notamment avec le vice-président Renaud Père, qui est là ce soir, mais indiscutablement, ça ne suffit pas. Donc, il y a des clés nationales, il y a des clés métropolitaines, il y a des clés communales. Nous n'avons malheureusement pas seuls le pouvoir de faire du logement. Je rappelle quand même que depuis 2017, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont sacrifié le logement social d'abord, avec la RLS, puisqu'ils ont fait les poches de nos bailleurs sociaux, mais également fait fuir les investisseurs privés en créant l'impôt sur la fortune immobilière, où on a expliqué aux investisseurs qui n'étaient taxés que sur le logement, mais pas sur les actions, pas sur l'assurance vie, rien sur d'autres. Suppression du dispositif Pinel, qui était loin d'être parfait, mais quand même qui portait le logement, aucun remplacement, et c'est seulement maintenant, il y a quelques semaines, que M. Lecornu a enfin fait des annonces sur le logement, qui ne seront peut-être pas suffisantes, mais qui sont quand même un signe donné, avec un objectif
de 400 000 logements par an, avec un statut du bailleur privé, ou encore avec une réduction de la RLS, excusez-moi d'être un peu techno, mais en gros un peu plus d'argent pour les bailleurs sociaux. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on construise plus de logements sociaux et aussi de logements privés. Je n'opposerai pas les deux, de logements familiaux, de logements étudiants, il faut construire plus, prioritairement près des lignes de transport en commun. Et il faut construire plus et aussi moins cher, parce qu'on a un deuxième problème, c'est que les coûts de logement privés, mais ça tire aussi dans l'équilibre pour faire du logement social, ça pose problème, sont trop chers. Donc il faut travailler sur le foncier, essayer au niveau de la loi nationale d'avoir un encadrement du prix des fonciers des terrains, parce que c'est un premier sujet. Il faut travailler notamment avec les acteurs du bâtiment pour équilibrer les projets. Des fois, accepter peut-être un tout petit peu moins de logements sociaux, ça permet de sortir le projet, même si ce n'est pas du tout notre volonté, plutôt qu'il n'y ait pas de projet du tout. Travailler sur les typologies des bâtiments. Et aujourd'hui, on a une étude qui montre qu'on a surtout besoin de T1 et de T2. Pourquoi? Parce que 68% des foyers de la métropole de Lyon sont seuls ou en couple, mais sont sans enfants. Et donc, on a des manques de partout, mais encore plus sur ce sujet. Il vous reste 30 secondes aussi pour aborder la question des bouilloires thermiques, des passoires thermiques. Vous n'aurez pas le temps. Je suis sûr que M. Groux va le faire pour moi. Bon. Vous êtes sur la même liste. Non, mais sur ce point, je ne pense pas. Enfin, il le dira. Et donc, on veut aussi faciliter l'accession à la propriété. Mais je sais que le logement, c'est un sujet tellement important. Donc, je n'ai encore rien dit, Olivier. Mais il y a le sujet des communes, quand même, j'en dis un mot. Pour construire, il faut signer les permis. Et donc, quand on a 4 communes, Caluire, Tassin, Mions, Saint-Genis-Laval, qui ont vu retirer l'instruction d'un permis de construire parce qu'elle n'est respectée par la loi SRU, et que la préfète de région nous a expliqué lors de ses vœux qu'en 2025, elle avait sorti 3 fois plus de projets qu'en 2023, quand c'était les maires qui signaient. Et quand Mme Sarcelli accepte de payer 1 million d'euros de pénalité cette année, parce qu'elle ne respecte pas la loi, elle avait commencé à 400 000 euros de pénalité il y a 12 ans, donc ça ne fait que monter, et qu'elle explique en plus, je suis quand même sympa de payer des pénalités pour construire ailleurs, oui, il y a aussi des enjeux communaux. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Très bien, merci beaucoup. Florestan Groult, la même question, et peut-être, si vous le souhaitez, également une introduction au départ. Une introduction? Oui, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Oui, Simplement la question, plaisir. je vous la rappelle. Avec plaisir. Une introduction pour vous remercier d'organiser ce débat. La démocratie sociale, pour nous, c'est un des fondements de la démocratie de la République, et qui coexiste avec effectivement les élections représentatives institutionnelles. Et donc, il me semble qu'on est sur un espace qui va permettre d'éclairer le débat public ce soir, de confronter, d'être d'accord, pas d'accord sur des visions, et de retrouver, et je crois qu'on en a effectivement bien besoin, cet intérêt, cette politique qui est belle quand elle est sur des campagnes, des débats d'idées, des visions de société. Donc je vous remercie infiniment pour l'organisation de ce temps-là. Moi aussi, je peux que regretter l'absence de Madame Sarcelli qui est ici à mes côtés. Voilà, on a mis la chaise vide exprès, si j'ai bien compris. Alors, je le regrette, j'allais dire, dans le sens profond du message que ça envoie. Je pense que quand on a une ambition d'être la présidente de tous les métropolitaines et tous les métropolitains, ne pas vouloir du tout s'intéresser aux questions qui sont portées par le pacte du pouvoir de vivre, ça prouve justement le modèle de société qui est sous-jacent à la proposition politique de cette liste qui représente finalement les partis du socle gouvernemental actuel. Voilà. Je le regrette aussi pour elle parce que souvent les absents ont toujours tort, et on voit aussi que finalement quand on va parler permis de construire, on ne pourra pas ne pas évoquer le cas de Sainte-Foy et de ces 4 communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de contribuer à l'effort sur les logements sociaux. C'est pas qu'une question de payer ou de pas payer les amendes. C'est une question aussi de comment on construit une société d'harmonie, de concorde et d'égalité. Et évidemment, je crois qu'on est à 27%, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de logements sociaux sur l'ensemble du territoire métropolitain. Mais si on laisse des communes contribuer seules à l'ensemble de ces efforts,
on n'a pas de modèles qui sont équilibrés, qui permettent une ville et un territoire où chacune et chacun est considéré à égalité. Et je pense que c'est finalement assez cynique de se dire que la chose est simplement corrigée parce qu'on paye des amendes de plusieurs millions d'euros. Ça, c'est les communes, mais la métropole, si vous êtes demain président... Sur la métropole, je ne suis pas sûr que c'est sur le sujet du logement social qu'on aura des différences les plus marquées avec Monsieur Bernard. Je pense qu'effectivement, il faut relancer la construction. Effectivement, ça passe par des instruments de mobilisation, notamment du foncier, des instruments comme le bail réel solidaire. Bon, là où peut-être dans la philosophie, par contre, politique, on a une certaine différence, c'est que nous, on assume quand même assez fortement de se dire que le logement, c'est pas simplement que des murs, qu'un bien ou qu'une forme de marchandise, et que favoriser le logement social, c'est aussi rééquilibrer le fait qu'aujourd'hui, sur le marché privé, même si on met en place des instruments de régulation, on a de la spéculation immobilière qui est difficile, même si on peut la corriger, mais qui est difficile, dont il est difficile d'extraire complètement la logique de rentabilité et de lucrativité. Donc, favoriser le logement social, c'est aussi favoriser un modèle au niveau de la France qui dit que la propriété publique a une pertinence d'autant plus importante qu'on sait qu'aujourd'hui, 60 ou 70% des logements de la métropole, privés de la métropole de Lyon sont possédés par des propriétaires qui ont jusqu'à 5 logements. Et cette logique d'accumulation et cette logique de laisser le pouvoir d'investissement à quelques-uns vient ensuite, il nous semble, déformer ou créer des formes d'asymétrie dans la place que chacune et chacun, ou dans la position de pouvoir que chacune et chacun ont pour façonner la ville. Simplement sur la question de... j'ai compris, hein, mais sinon, réguler le marché... 5 000 logements sociaux par an, évidemment, encadrement des loyers, plutôt étendu. Et puis après, alors je ne sais pas si on l'aborde par la suite, mais après, moi j'ai un mot important où là on aura peut-être des différences avec Monsieur Bernard sur l'hébergement d'urgence. Alors dites-le maintenant, mais assez rapidement, parce que vous avez tous les deux dépassé le temps, mais allez-y. Il me semble que... Ça fait d'autant moins de temps pour les questions, je le signale. Okay, ça marche. Voilà. Non, mais il me semble que c'est vrai que le logement social est quelque chose d'assez uniforme, mais il faut aussi parler de l'importance, et je pense que je ne serais pas déjugé de mettre en place des logements qui sont favorables à l'accessibilité pour les personnes avec handicap. On a un gros déficit ou un parc vieillissant sur la métropole de Lyon, mais surtout, je pense que là où on a une différence importante, c'est qu'on assumera de mobiliser encore plus de budget, même si des efforts ont été faits sous cette mandature, mais pour mettre immédiatement à l'abri les jeunes du campement des Chartreux, quand bien même on sait qu'il y a une controverse sur qui est responsable de cette compétence. Nous choisirons de mettre à l'abri dans des sites d'extrême urgence, donc d'urgence de type humanitaire avec les normes du Haut-Commissariat aux réfugiés. En 2 mots, quel budget pour ça? C'est les sites d'hébergement d'urgence, c'est 1 million d'euros pour 300 places. D'accord, ok. Des sites humanitaires. Merci beaucoup. Bruno Bernard, une réaction à ça éventuellement? Vous avez du coup un peu de retard. C'est dommage que tu n'étais pas vice-président au logement, parce qu'1 million pour 300 places, on n'a pas su faire. Hein. Ce n'est pas du tout les ratios, malheureusement, de la mise à l'abri. Moi, je rappelle simplement que l'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État. Je parle pas d'une station, je parle d'un camp de... D'un gymnase. Oui, voilà, d'une mise à l'abri avec des conditions dignes. Et donc, c'est un sujet très sensible. C'est un vrai problème. On a énormément de personnes à la rue, malgré tout ce qui a été fait à une époque par l'État, qui avait augmenté les places d'hébergement, mais qui a arrêté depuis très longtemps, qui est même en train de les diminuer, sans le dire trop fort, sur notre territoire. Tout ce qui a été fait par la métropole, mais aussi par un certain nombre de communes, je pense à Lyon et Villeurbanne, on a encore énormément de gens à la rue, pas que les jeunes des Chartreux, on a même des enfants qui sont aussi à la rue sur la métropole, et donc c'est naturellement une douleur et une situation qui n'est pas acceptable. Mais on est sur des sujets qui nous dépassent très vite. Alors il y a la question du logement social,
où il n'y en a pas assez pour les personnes qui ont des droits et des titres, et la question des papiers pour ceux qui sont en situation irrégulière. Et si on ne s'attaque pas d'abord aux deux causes, on peut raconter ce qu'on veut, ouvrir autant de places qu'on veut, on ne résoudra pas le problème. Et sur ce qu'a fait quand même la métropole, je tiens à le rappeler, on a mis à l'abri les femmes isolées enfants de moins de 3 ans. On est le seul département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de nous, il y a 12 de droite qui le font. On a ouvert là-dessus 740 places de qualité, avec un accompagnement social de ces personnes. Avec qui j'ai fait cette proposition dernièrement, je souhaite arriver à convaincre l'État qu'on ait la possibilité d'accélérer la régularisation quand on a un travail pour ces femmes. On a par exemple une infirmière arménienne, elle pourrait travailler, j'ai vu Pierre Mercier, je crois qu'il la suit, elle pourrait travailler très rapidement sur de nos structures. Eh bien, c'est pas possible. Et quand l'enfant aura 3-4 ans et quittera le dispositif de la métropole, on va passer au sujet emploi maintenant. Je suis désolé, je vous interromps. On a passé beaucoup de temps sur le logement, ce qui se justifie. Hein, j'assume le fait de vous avoir laissé parler tous les deux, mais effectivement, on doit traiter beaucoup d'éléments. La question de l'économie et de l'emploi, la métropole de Lyon compte, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, 175 000 entreprises, si j'ai bien noté, 650 000 emplois, 180 000 étudiants, des laboratoires de recherche, une économie sociale et solidaire, on l'oublie parfois, qui représente 12% des employeurs privés, 9% de l'emploi, et notamment d'ailleurs toutes les structures qui sont membres constitutifs du pacte de pouvoir de vivre. L'attractivité dont on parle beaucoup de la métropole n'est pas seulement un outil pour les investisseurs, mais aussi permet de lutter contre la désindustrialisation, encourager la décarbonation, bâtir les infrastructures nécessaires et en préservant les ressources naturelles. Tout ça, c'est le pacte qui le dit. Et enfin, à travers la commande publique, la métropole, évidemment, a un rôle à jouer également dans le tissu économique. Le pacte de pouvoir de vivre vous demande à chacun quelles sont vos orientations stratégiques et vos propositions pour favoriser le développement et l'innovation de la métropole en intégrant les enjeux sociétaux et environnementaux au profit des habitants des 59 communes. Bruno Bernard. Vous voulez que je commence à chaque fois ? Bon, allez, on fait l'inverse. Oh, il a raison. Florestan Groult. Ah, bah voilà. Bon, bah Bruno Bernard. Bruno. Alors, je la répète. Le pacte du pouvoir de vivre vous demande quelles sont vos orientations stratégiques et vos propositions pour favoriser le développement économique et l'innovation, tout en intégrant les enjeux sociétaux et environnementaux au profit des habitants des 59 communes. Florestan Groult, vous commencez du coup. J'ai 1 heure du coup. Comment ? J'ai à peu près 1 heure pour faire cette rédaction. 1 heure, okay. Voilà. Non, Discours fleuve. Je vais essayer d'y répondre en 2 ou 3 lignes de force. La première ligne de force, c'est que je pense, et qu'on l'a vu, la politique de l'offre qui a été celle des gouvernements successifs et de la présidence d'Emmanuel Macron, il me semble, a montré tout son échec. Et c'est donc une politique économique qui n'a pas fonctionné, qui a plutôt creusé les inégalités, qui a limité le pouvoir d'achat. Et donc, dans sa déclinaison au niveau local, je crois qu'il faut plutôt être sur une économie qui retourne à une logique de planification. Et sur ce point-là, je dois l'avouer, une attractivité choisie, non subie, c'était le slogan un petit peu de la vice-présidente sortante Emeline Baume, mais c'est quelque chose dans lequel nous nous inscrivons. Nous nous inscrivons parce que nous voyons la métropole aussi comme des espaces préfigurateurs pour changer certains paradigmes. Et sur le paradigme économique et social, il nous semble important de se dire qu'on ne peut pas être dans cette logique d'ultra-libéralisation. On entend souvent Madame Sarcédé dire qu'il faut enlever les normes, il faut accueillir partout, il faut étendre partout. Je pense que quand on est un tout petit peu sérieux, quand on pense aux générations futures, une économie doit maintenant s'ancrer dans quels sont les besoins, les services, et repartir des besoins et des services qui sont nécessaires à la vie d'un territoire, à la finalité d'une métropole vivante sur le territoire. Et donc, pour traduire ça aussi concrètement,
nous pensons que finalement la meilleure des attractivités, c'est aussi celle de la métropole du bien vivre, du bien-être, avec des services publics forts, parce que des services publics forts, c'est aussi de la commande publique, c'est aussi des entreprises qui sont satisfaites de savoir que leurs salariés peuvent se loger, peuvent se déplacer, et que quelque part, quand on sait qu'il y a certaines formes de tension pour recruter, avoir une métropole exemplaire d'un point de vue du bien-être et de ses services publics ne peut être que, j'allais dire, pertinent et faire venir aussi, ou en tout cas être attractif pour des entreprises, à condition qu'on puisse en choisir les chaînes de valeur et les filières de valeur, ce qui a été finalement commencé, parce qu'on a des chaînes de valeur qui ont été travaillées par exemple sur le textile, en format de circuit court, et qui offrent des filières économiques résilientes, locales, qui me semblent particulièrement intéressant. Donc finalement, l'attractivité pour nous, c'est un modèle social aussi, avec des services publics forts et une planification renforcée. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est votre réponse. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Bruno Bernard, même question. Alors, d'abord, on a une attractivité très forte sur la métropole de Lyon. Vous avez rappelé le nombre d'emplois privés, mais il faut quand même dire qu'il a augmenté de 50 000 en 6 ans. Que cette attractivité, elle est positive naturellement, elle a des tas de côtés positifs, mais qu'elle pose d'autres problèmes sur le logement, les mobilités et autres, et qu'il faut naturellement accompagner. Le choix qu'a fait la métropole de Lyon en termes d'installation d'entreprises. Rappelez d'abord qu'on a un rôle important, mais qu'on n'a qu'un rôle parmi d'autres. C'est naturellement les entrepreneurs qui font l'économie. Le choix qu'on a fait dans l'accompagnement avec Only Lyon & Co, qui est notre agence économique, c'est de ne pas accompagner tout le monde sans critères, pour caricaturer autrefois ce qui était fait. Je caricature un petit peu, je le dis pour David qui m'a fait le cas là, mais globalement, on comptait le nombre d'entreprises qu'on avait accompagnées et le nombre d'emplois qu'elles nous avaient promis, sans forcément d'ailleurs vérifier que ça correspondait à la fin. Nous, on a souhaité mesurer l'impact des entreprises. Donc l'impact, c'est regarder en termes de chaîne de valeur, est-ce que ça renforce ou pas les autres entreprises présentes? On a voulu regarder leur impact environnemental, en termes d'eau, en termes de rejet. On a voulu regarder leur impact en termes d'emploi. Quels sont les types de salariés dont ils vont avoir besoin? Est-ce qu'ils peuvent les trouver sur notre territoire, ou est-ce que c'est forcément des personnes extérieures qui vont venir s'installer chez nous et recréer d'autres soucis que j'ai pu évoquer? Donc c'est ça qu'on a modifié. Et puis notre rôle principal, ça reste quand même l'insertion, l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA. On a créé le RSA pour les jeunes, pour les 18-25 ans, et on a multiplié les initiatives sur l'insertion, que ce soit le dispositif Première Heure pour les personnes SDF, que ce soit les dispositifs défis sur des filières en tension, par exemple les conducteurs de bus, où on a mis les moyens pour aller chercher des personnes éloignées de l'emploi, que ce soit les 4 territoires zéro chômeur. Nous sommes le territoire Canal+, et 240 de mémoire emploi aujourd'hui de personnes qui n'avaient aucune chance d'en avoir un, qui ont un CDI, 240 familles aujourd'hui qui vivent dans la dignité sur nos quartiers populaires. Donc c'est aussi ça notre rôle, c'est d'aller accompagner vers l'emploi. On travaille aussi avec les entreprises pour ça, avec la charte des 1000. On a énormément de partenariats, on a multiplié, je crois, par 2 ou par 3 les heures d'insertion sur nos chantiers, dans nos marchés publics. Donc c'est tout cet ensemble où on essaye d'agir, mais il reste quand même aujourd'hui à peu près 40 000 bénéficiaires du RSA sur la métropole de Lyon, donc le chemin est malheureusement encore long. Et vous vous placez déjà dans la perspective où vous continuez, tout simplement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses à changer entre... Mais on continue, on a déjà à peu près tout changé dans l'accompagnement d'entreprise, donc on ne va pas rechanger dans l'autre sens. On va continuer à amplifier ce qu'on a lancé, à améliorer, à mesurer cet impact. Et puis, au fil du temps, on voit quand même qu'on arrive à convaincre de plus en plus les entreprises. Parce qu'au début, les entreprises, grosso modo, il y a un truc RSE, où ça fait bien quand même d'en parler, mais elles ne sont pas du tout convaincues. Et on voit quand même que de plus en plus d'entreprises sont convaincues, que la Convention des entreprises pour le climat, ici, a été une des plus dynamiques de France, et qu'il y a des vraies modifications dans les entreprises. Donc plus on arrivera à les convaincre, plus on sera efficace, parce que l'action publique ne pourra pas tout faire. Et on vous dit que cette stratégie, on vous le dit, je l'ai entendu, que tout ça c'est de la décroissance, que ça fait baisser l'économie. Vous répondez quoi? J'ai tout raté, 50 000 emplois en plus. D'accord. Florestan? Effectivement, 50 000 emplois en plus.
Vous êtes Moi, d'accord? je veux juste revenir sur le fait que j'ai entendu que c'est que les entrepreneurs qui font l'économie. Ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le secteur associatif, je pense que la fonction publique aussi contribue de l'économie et que c'est important de soutenir une vision de l'économie qui ne repose pas que sur la libre entreprise privée. Quand bien même, alors on nous caricature souvent, mais quand bien même la France Insoumise, elle est vigilante au partage des richesses et de... Mais je ne parlais pas d'économie, je parlais d'installation d'entreprise en disant que c'était les chefs d'entreprise et les entrepreneurs qui étaient les premiers responsables de leur installation, si mon propos était mal compris. Si le propos est précisé, du coup on est d'accord, tant mieux. Et sur la croissance, non mais ça nous permet de montrer à quel point aussi cet indicateur façonne les politiques économiques macro ou les politiques économiques locales et qu'il mériterait d'être interrogé. Je pense que ça pourrait être un très bon sujet dont s'emparent aussi des associations des fédérations comme le Pacte du pouvoir de vivre. Moi, je prends aussi souvent, par exemple, l'exemple de la croissance ou de la filière croissance du cancer, quand on fait du pesticide qui ensuite met en place des filières curatives dans l'eau et ensuite vend des médicaments. L'indicateur croissance économique ne déjuge pas des filières ou des modes d'organisation sociale comme celle-là, ce qui prouve plutôt que de faire une agriculture paysanne et sans pesticides, de ne pas avoir besoin d'usines d'eau potable et ensuite de réduire le nombre de cas de cancer. Donc pour dire que je pense qu'on a une responsabilité collective quand je parle de changer de paradigme, au niveau local, il peut y avoir des expérimentations. La ville de Lyon, d'ailleurs, l'a fait, essayé d'avoir des indicateurs, notamment sur des indicateurs. On va passer à la question d'après, si vous voulez bien. Je termine votre phrase, mais simplement sur la croissance. J'ai bien compris. Je pense qu'on a bien compris votre démonstration. Si vous avez compris, très bien. Je trouve que c'est important, mais je pense que quand on voit où on est notre société, la métropole de Lyon demain, elle doit être le préfigurateur de ces changements de modèle de manière profonde. Donc la chose dont je parle qui paraît éloignée, elle est demain aussi très concrètement des lieux d'expérimentation. On l'a fait un peu avec le budget genré, mais tous ces indicateurs de pilotage des politiques publiques méritent qu'on s'en saisisse. Et donc c'est ça que je tenais à dire jusqu'au bout de mon propos. Merci beaucoup. Non, mais je me permets parce qu'effectivement, après, on a une phase de questions qu'on a prévu de 35 minutes et on aura peut-être la même. Je sais bien que vous êtes 2 et pas 3, mais malgré tout, il y a quand même ce temps à préserver. Nous allons passer à la question qui est également dans la question de l'attractivité, finalement, de la métropole attractive, qui est la question des déplacements. Alors, je sais qu'on parle beaucoup. En général, quand on fait un débat en ce moment, il y a la moitié sur les violences politiques, la moitié sur les pistes cyclables. On ne va pas faire ça ce soir. Et donc, là, quand même, on parle de la question des déplacements. Cette question agite la vie politique, anime la campagne des élections métropolitaines. Le Pacte du pouvoir de vivre s'est positionné sur ce sujet et affirme le droit à se déplacer en transport peu polluant, quel que soit son lieu de vie dans la métropole. Alors peut-être une mini-question, j'ai envie quand même avant. Pourquoi l'un et l'autre, à votre avis, ce sujet des déplacements, ce sujet des transports, de la mobilité, pourquoi est-ce que finalement on a l'impression qu'on ne parle que de ça? Cette fois-ci, c'est Bruno Bernard. D'abord, parce qu'il est très concret pour les habitants, donc il intéresse, comme le logement, mais ensuite parce qu'il est clivant. Il est clivant de façon caricaturale entre ceux qui seraient pro-bagnole et ceux qui seraient pro-vélo. Donc ça marche, vous êtes journaliste. Quand un journaliste fait un article là-dessus, ça marche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et enfin, sur la campagne, c'est un sujet qui différencie le plus les candidats entre le projet de méga-tunnel à 3, 4, 5 milliards d'euros de Mme Sarcelli et le développement des transports en commun qu'on veut continuer. Merci. Florestan Groult, sur ce sujet, pourquoi c'est un sujet clivant? Oui, parce que... alors, d'abord, c'est un sujet clivant parce qu'effectivement, médiatiquement, c'est très vendeur et que on sait que maintenant, on a une presse qui est très dépendante du buzz pour finalement équilibrer son modèle économique. Et donc... mais Bruno Bernard l'a dit, opposer la voiture et au vélo va permettre d'avoir un débat public, d'ailleurs souvent d'assez mauvaise qualité, puisqu'on va prendre
des exemples très stigmatisés, très stigmatisants et qui n'éclairent pas cette véritable question de comment on partage la voirie et comment on partage l'espace public entre les différentes modalités. Aussi parce que quand même derrière tout ça, et là je reprends les mots de quelqu'un de mon équipe qui rappelait quand même que là où il n'y a pas de transport, il n'y a pas de vie sociale, quoi. Et le transport, qui est une compétence majeure autour de la métropole de Lyon, c'est quand même aussi, la mobilité, c'est quand même aussi soit avoir un quartier purement résidentiel, soit avoir un quartier potentiellement vivant, ne serait-ce qu'avec des lieux de vie, un café, des associations qui peuvent s'implanter plus facilement. Et donc forcément, ça parle, quand on parle de sensible au quotidien, tout le monde s'engage dans une forme de mobilité et c'est un vécu qui est partagé par tout le monde. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un... Alors je poursuis par la question. La question du pacte du pouvoir de vivre, c'est quelles sont vos propositions pour intégrer donc cette dimension, c'est-à-dire pour intégrer le fait le droit à se déplacer en transport peu polluant, quel que soit son lieu de vie, et comment vous envisagez par ailleurs le partage et la sécurisation de la voirie pour les déplacements, piétons, vélos, voitures, et j'ajouterais même trottinettes. Oui, on vous la pose aussi cette question, Bruno Bernard. C'est compliqué, hein, vous posez 8 questions dans 2 phrases, Olivier. D'abord, les transports en commun. Évidemment, on a d'abord un réseau aujourd'hui sur la métropole de Lyon qui est de très loin le meilleur de France avec Paris. On est 2 à 3 fois meilleur que les grosses villes françaises. Olivier connaît ça par cœur. Donc le rappeler. Et pourtant, on améliore encore très fortement ce réseau. On a doublé les investissements dans les transports en commun avec Citral dans ce mandat. On a fait le choix à l'ouest de renoncer au métro E pour faire le tramway express de l'ouest lyonnais qui coûte 1 milliard de moins. Et avec le milliard, finalement, de faire des tramways dans nos quartiers populaires. Le tramway T9 à Villeurbanne-Saint-Jean, au Mas du Taureau, à Vaux-en-Velin. Le tramway T10 à Saint-Fond, qui n'était pas desservi. Et on va continuer avec le tramway T8 pour faire la liaison et cette rocade est de tramway, notamment dans les quartiers de Bonterraillon, de Montparilly, qui vont desservir aussi nos universités. Et puis, j'ai annoncé aussi un nouveau projet qui est un tramway pour Rieux, qui est aussi la seule des 10 grandes villes de la métropole qui n'a pas de mode lourd, tramway ou métro. On rénove la totalité de nos métros, hein, c'est annoncé, les métros A, C et D qui sont vieillissants, une 50aine d'années qui commencent à être en mauvais état, c'est des investissements très lourds. Et on continue, et on continuera à améliorer le bus. C'est des priorités au feu pour qu'ils aillent plus vite, c'est des rajouts de bus après 21h sur les petites lignes. C'est finalement jouer sur tout ça. Sur les autres modes, on a déjà fait beaucoup, on va continuer. Parce qu'on a besoin qu'il y ait plus de gens qui se déplacent à pied, de plus de gens qui se déplacent en vélo, de plus de gens qui se déplacent en voiture partagée, que ce soit en covoiturage. On va continuer à développer l'autopartage. C'est une multitude de solutions. Oui, la voiture a encore sa place dans la métropole parce qu'il y a des tas de territoires où elle est utile. Oui, elle a encore sa place parce qu'il y a des tas de personnes qui en ont vraiment besoin. Mais oui, on peut encore réduire le nombre de déplacements en voiture. En plus, on a des résultats. C'est sur la pollution une très forte baisse, plus forte que sur les autres territoires chez nous. Sur le dioxyde d'azote, on est enfin passé au niveau des seuils européens, encore loin des seuils de l'OMS, mais enfin, depuis 2024, on est en dessous du seuil européen pour lequel la France avait été condamnée à cause des déplacements à Lyon et à Paris. Et on a une accidentologie routière qui diminue très fortement. Entre 2019 et 2024, c'est moins 895 blessés sur les routes de la métropole de Lyon. Métropole la plus embouteillée de France, vous entendez ça tous les jours, ça vous inspire quoi ? Vous, puisque... c'est pas vrai, vous avez mal lu, c'est la 7e, c'est la ville de Lyon. Non, mais c'est un peu des classements qu'il faut comparer avec les autres années pour voir finalement, il y a un excellent article de la Tribune de Lyon qui est sorti ce matin pour expliquer qu'il faut vraiment relativiser que cette année est un raccourci. Voilà. Globalement, la circulation a diminué de 14%, c'est pour ça que la pollution et l'accidentologie ont diminué fortement. Oui, il y a eu beaucoup de travaux, discutablement, pas faire semblant, il y en a eu beaucoup. C'était des travaux utiles, mais comme ils ont été condensés sur 3 ans, il y a eu quand même des impacts très forts pour la circulation automobile, mais aussi parfois de nos bus, aussi pour les déplacements piétons. On a fait beaucoup. Et on a l'avantage quand même dans ce deuxième mandat qu'on va démarrer, c'est qu'on va étaler sur 6 ans des travaux. Et donc, ça sera beaucoup plus facile de les coordonner pour qu'il y ait moins d'impact. Mais une fois les travaux terminés, on roule pas plus mal qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans sur la métropole de Lyon. Merci beaucoup. Florestan Groult sur ce sujet. Donc, je voulais que je redise la question. Et est-ce que vous avez des divergences là-dessus avec Bruno Bernard ?
Ah oui, là c'est là où je pense qu'il y a une des plus grandes divergences. Et d'ailleurs, je vais plutôt être moi sur le modèle de la mobilité qu'on propose. Et après, si vous le souhaitez, on développera un petit peu les grands chantiers ou les infrastructures qui sont planifiées. Mais comme je vous le disais, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, c'est de dire, certes, la métropole ne peut pas s'extraire d'un logiciel plutôt libéral au niveau national, mais nous pouvons être, on est une collectivité suffisamment puissante pour installer des nouveaux schémas, des nouveaux paradigmes. Nous, on pense que les paradigmes ont été changés sur la question de l'écologie. Et que si sur la question sociale des efforts ont été faits lors du dernier mandat, il n'y a pas eu ce changement de paradigme-là. Sur la mobilité, nous pensons que nous pouvons en amorcer un. Nous pensons que nous pouvons amorcer une sécurisation sociale de la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pourquoi la voiture a encore une telle place dans le cœur des Françaises et des Français ? Parce que c'est le sentiment de liberté, c'est le sentiment de savoir qu'à tout moment, vous pouvez vous déplacer. Et donc finalement, la France Insoumise, on n'est pas contre la voiture, on est pour mieux finalement l'utiliser et socialiser le parc et trouver surtout un service public de mobilité intégrale qui sécurise de la même manière que la voiture sécurise le sentiment de pouvoir être toujours à 1 minute finalement ou 5 minutes de se mettre en chemin, qui sécurise ça pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et donc nous souhaitons un service public de mobilité intégrale qui, alors si on arrive à travailler avec la région, mais souvent elle est finalement un peu à l'image de la chaise de Madame Sarcelli quand on parle du RER métropolitain, mais l'idée c'est qu'à la fin, bus, métro, autopartage, vélo, pourquoi pas trottinette, et pourquoi pas même, je le dis, parce que si on veut concilier justice sociale et justice climatique, pourquoi pas même des bons taxis ? Qui fait que si vous n'avez aucune des solutions, si vous n'avez pas d'autopartage, on vous libère de l'angoisse de, en cas d'urgence, je ne vais pas trouver de solution pour me déplacer. Eh bien, nous aurions un service public de mobilité intégrale qui sécurise les gens. Alors, vous allez me dire, la gratuité, ça coûte cher, etc. Bon, moi, je pense souvent... J'ai pas encore dit ça, mais... Ouais. mais je pense souvent... je trouve que la question, elle est sur en fait... elle n'est pas sur le coût. C'est pas la gratuité qui coûte. C'est le service. C'est le service qui coûte. C'est les agents, c'est les infrastructures à entretenir, etc. Mais la carte vitale, par exemple, c'est bien un mode d'organisation sociale où on a réussi à créer un mode de financement collectif qui permet à tout le monde d'avoir accès gratuitement aux soins. Et donc nous, on veut prendre ce chemin-là sur la métropole de Lyon. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à le faire directement. Ça veut dire que nous souhaitons montrer tout son intérêt pour les moins de 26 ans. Ça veut dire qu'ensuite, nous voulons mener la bataille pour augmenter le service mobilité. Et ça veut dire qu'ensuite, nous voulons travailler avec les entreprises qui, aujourd'hui, payent une partie de l'abonnement de leurs salariés, qui payent le versement mobilité et donc finalement qui seraient même arrangées et satisfaites de rentrer dans une logique d'accès universel, parce que ça pourrait presque leur enlever de l'ingénierie de gestion. Et donc, vous allez les convaincre, les chefs d'entreprise, de payer davantage, en fait, c'est ça? Oui, mais elles le font déjà aujourd'hui. Elles le font déjà aujourd'hui. Elles le font grâce au versement mobilité, mais elles le font aussi en prenant en charge entre 50 et 100% de l'abonnement TCL de leurs salariés. Donc finalement, la très grande majorité de la source des financements du service public de la mobilité, il vient bien des entreprises. Après, on sait qu'on ne pourra pas le faire immédiatement, mais on sait que pour les moins de 26 ans, on l'a financé et qu'on peut l'absorber. Et ensuite, petit à petit, l'idée, c'est de travailler à aller vers ces changements de modèle parce qu'on pense que c'est nécessaire pour construire la société de demain. On pense que c'est aussi à l'avantage des entreprises qui, finalement, n'auront plus toutes ces ingénieries de gestion et permettront à chacune et chacun de passer. On pourrait faire un débat entier sur la gratuité des transports. On ne va pas le faire, on a dit qu'on ne le ferait pas. Mais quand même, une chose, ça voudrait dire qu'il y aura quand même plus de monde dans les métros, qui sont parfois bondés, dans les trams, dans les bus. Parce que, évidemment, comme c'est gratuit, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont à pied ou à vélo, qui diront, tant qu'à faire, je vais prendre le transport public, puisque c'est gratuit. Oui, alors moi je suis toujours embêté quand on me dit ça parce que ça veut dire en creux que on accepte aujourd'hui que le coût d'entrée soit finalement une manière de trier ceux qui peuvent. Y compris des gens qui n'ont pas forcément. Moi personnellement, j'ai pas besoin de la gratuité des transports, mais j'ai pas
dans la salle, beaucoup ont besoin, mais voilà, y compris des gens qui n'en ont pas forcément besoin. C'est ça la question. Dans ces cas-là, il faudra toujours... le réseau, il faut le préparer. C'est pour ça qu'on ne passe pas à la gratuité dès septembre. On passe à la gratuité pour les moins de 26 ans, pour voir aussi la manière dont va réagir le réseau. Effectivement, ça se planifie. Vous savez qu'on est dans une famille politique qui aime cette notion de planification et de préparation. Et effectivement, il faudra renforcer certaines infrastructures, mais il faut l'assumer. Si à un moment donné, on veut des mobilités décarbonées, si à un moment donné, on estime qu'il faut pouvoir garantir cette liberté de se déplacer avec un service public fort, tout en se séparant, si possible, de la voiture, il faut en prendre le chemin. Merci. Bruno Bernard, sur ce sujet. Un petit mot, parce que c'est un sujet important qui est plus une position nationale de la France insoumise, d'ailleurs, qui est la même de partout. Nous, on a une réalité territoriale et la gratuité, on l'a faite pour les plus précaires. Par exemple, pour les bénéficiaires du RSA. On a fait un abonnement solidaire pour les étudiants boursiers, pour les chômeurs et les retraités non imposables. Et aujourd'hui, sur notre abonnement plein tarif de 74 €, il n'y a que 3,5% de nos abonnés qui payent cet abonnement plein tarif sans être remboursés au moins à moitié par leur employeur. C'est-à-dire que 96% des abonnés payent entre 0 et 37 € par mois pour un service qu'on continue à améliorer, qui est de qualité. Et donc déjà, le problème des transports communs, c'est pas le prix, c'est de continuer à les améliorer, continuer à les sécuriser, continuer à les climatiser, à les rendre plus accessibles. C'est ça notre enjeu. Et en plus, cette mesure de la France insoumise, qu'ils l'ont chiffrée, puisqu'ils l'ont chiffrée, je crois, à 80 millions d'euros par an, dans le 500 millions sur le mandat. Donc je me suis dit que ça faisait 80 par an, avec une première étape en septembre 2026 pour les moins de 26 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les moins de 26 ans, globalement, il y en a très peu qui se déplacent en voiture. Il y en a quelques-uns. Et ça ne veut pas dire qu'eux iraient dans les transports en commun. Mais tous ceux qui se déplaçaient à pied ou en vélo, on les pousse dans les transports en commun, notamment les étudiants aux heures de pointe. Et donc, dès le mois de septembre, tout explose. Le métro, déjà, des fois, on a du mal à monter dedans sur le métro aux heures de pointe. Donc, ce n'est pas efficace. Pour moi, la gratuité, elle doit être pour ceux qui en ont vraiment besoin et pas pour tout le monde. Mais je respecte cette proposition. Mais de toute façon, Florestan Groult le dit lui-même. Ça nécessite des changements de loi et des financements nationaux, sauf s'il a trouvé 80 millions d'ici septembre chaque année. Mais dans ce cas-là, je pense quand même qu'on en fera autre chose pour encore améliorer le réseau ou pour aider les plus précaires. Merci. C'est vrai que ça marche bien, la mobilité. On a toujours un peu de réaction. Un mot encore. On ne peut pas dire, voilà, parce que le débat est très intéressant, là, parce qu'il y a aussi une vision politique derrière cette notion de gratuité. Si on a fait autant la gratuité pour les personnes qui sont en situation de précarité, je pense que du coup le pas pour aller vers une gratuité totale, il doit être engagé. Et je le dis, quand Ambroise Croizat crée la sécurité sociale, il dit aussi qu'on ne peut pas se contenter de construire l'égalité républicaine en corrigeant la solvabilité. Il dit que si on veut s'extraire et finalement enlever les sentiments de stigmatisation, d'infériorité, de dépendance, il faut aussi trouver des organisations sociales et des organisations de financement. Mais d'où viennent les 80 millions ? D'une augmentation par le budget général pour les moins de 26 ans. Et ensuite, effectivement, on l'a pas caché ensuite, ça. Donc ça, on peut le faire immédiatement et donc engager ce travail-là, ce qui rendra du pouvoir d'achat en partie aux étudiants. Et ensuite, il faut faire un travail pour... C'est un peu le tunnel de Sarcely, quoi. On ne sait pas d'où viennent les sous. Ça y est, la mobilité, ça marche toujours. Très bien. Là La mobilité, ça marche toujours. Journalistiquement. On a chiffré que c'était une augmentation de 16% du budget de fonctionnement du Citral. Sur le budget général, comme vous avez augmenté. On prend 80 millions de la métropole, on les met au Citral en plus. Ça veut dire que sur les politiques sociales ou d'autres, on enlève 80 millions de fonctionnement par an. On augmentera un peu notre taux d'endettement. Il n'y a pas de problème que ça fait. On enlève. Attendez, parlez pas tous les deux en même temps. Je propose qu'on en reste là pour la mobilité. On pourrait parler des zones à faible émission. On ne va pas le faire maintenant. C'est bon, parce qu'on va passer à la métropole inclusive et à la question de l'éducation et de la jeunesse, qui est un sujet également très important pour les structures qui adhèrent au pacte de pouvoir du vivre. La métropole de Lyon est compétente notamment pour les collèges, l'action sociale auprès des familles, la protection de l'enfance. Des acteurs publics, mais aussi associatifs, sont mobilisés pour l'éducation.
de la petite enfance aux jeunes adultes. Il y a des actions qui sont faites pour l'aide à la parentalité, la protection des jeunes, la prévention contre la délinquance. Il faut dire le mot, parce que c'est ça dont on parle. Et tout ça est essentiel, en fait, bien sûr, pour la cohésion sociale. Et en même temps, on se constate depuis pas mal d'années que le secteur associatif fait face à des budgets contraints, rencontre des difficultés de recrutement également. Alors, le pacte du pouvoir de vivre vous demande quelles sont les politiques publiques que vous proposez pour conjuguer éducation, prévention, sécurisation des jeunes, et quel est le rôle, accessoirement, que vous donnez aux acteurs de la vie associative dans la métropole. Alors, du coup, normalement, c'est une question paire, et donc c'est Florestan Groult qui commence. Est-ce que la question, c'est la place générale de la vie associative dans la métropole ou la place générale vis-à-vis des politiques publiques de l'enfance et de l'éducation et de la jeunesse, oui. Plutôt cette vision-là. Ouais. Très bien. Bon, on était sur le débat France 3 avec Bruno juste avant et Bruno Bernard juste avant et Madame Sarcelli. Et Madame Sarcelli, d'ailleurs. Voilà, c'est dommage, on aurait dû en profiter pour lui indiquer le chemin du palais de la Mutualité. Parce que c'est vrai qu'il n'aurait pas pu se garer. Il est à peine à 15 minutes à pied, donc voilà. Comme quoi. J'en perds ce que je voulais dire. Oui, qui proposait un vice-président dédié aux travaux. Je pense qu'on peut faire... moi, je pense que c'est important qu'il y ait un pilotage politique avec déjà un vice-président dédié à la jeunesse. C'est Lucie Vacher, elle est là, hein, ta collègue. Oui, mais s'il vous plaît, oui. Merci. Oui. Non, mais elle est plutôt dédiée strictement, pas strictement, mais plutôt dédiée à la protection de l'enfance. Et je pense que d'avoir aussi de gagner en ayant des portages politiques qui sur certaines politiques qui sont particulièrement transversales, notamment pour le logement de la jeunesse, pour la mobilité, pour la vie associative, pour la vie sportive. Je pense qu'on peut renforcer encore un petit peu plus le fait d'avoir... c'est comme les travaux. Les travaux, on peut dire que c'est à la fois Renaud, à la fois Fabien... C'est un autre sujet, les travaux, pardon. Ouais, j'étais un peu... Ouais. Parce que je pense qu'on peut construire un peu plus de transversalité sur cette question d'action publique. Sur le rôle des associations sur cette question-là, il est indispensable. Il est indispensable parce que moi, je suis persuadé qu'il y a dans la manière de construire de la politique publique, soit des politiques publiques qui doivent dépendre de la métropole de Lyon, donc qui doivent être opérées par les fonctionnaires de la métropole de Lyon, mais il y a certaines politiques publiques qui doivent avoir aussi leur propre démocratie et donc reposer finalement sur un savoir-faire qui est développé depuis longtemps par les associations. Et donc le soutien sur ces politiques publiques-là de la métropole de Lyon vise à ça, vise à reconnaître ce savoir-faire-là, vise à reconnaître aussi que quelque part il y a un mandat de confiance qui est donné à ces associations-là, et on poursuivra ce qu'on a commencé à faire, et ce que Lucie d'ailleurs Vacher a commencé à faire avec certaines associations, notamment de la protection de l'enfance, pour systématiser et pour faire de la norme le fait de faire des contrats triennaux d'engagement réciproque qui sécurisent au moins moralement ou dans l'engagement politique, parce que si on rentre dans la machinerie budgétaire, on ne peut plus engager la métropole sur 3 ans d'un point de vue budgétaire, mais on peut faire des contrats qui engagent politiquement la métropole de manière à pouvoir sécuriser ces associations qui sont particulièrement exposées par la baisse et les coûts budgétaires d'un projet de loi de finances du gouvernement qui finalement s'est attaqué en grande partie à l'ensemble de ces politiques publiques-là qui sont parmi les premières sacrifiées. Mais c'est peut-être pour ça que Mme Sarcelli n'est pas là. Merci. Bruno Bernard, même question, avec aussi sécurisation des associations. Alors, je vais essayer de répondre à tout ça.
D'abord, dire qu'on a la compétence de la protection de l'enfance, qui est une compétence très lourde, très importante. Des budgets qui ont explosé, c'est à peu près 40% de plus en 6 ans. Je crois que c'est 73 millions d'euros budgétairement, parce qu'on accompagne beaucoup plus les mineurs non accompagnés, les jeunes majeurs qui sortent de l'ASE, et parce qu'il y a énormément plus de placements. Je crois que c'est à peu près 20% de placements de plus en quelques années. Donc la protection de l'enfance est en crise partout en France. On a travaillé là avec les associations, les professionnels de la protection de l'enfance, pour redéfinir finalement notre feuille de route pour y arriver. Et donc le choix que nous faisons, c'est de renforcer très fortement la prévention. La prévention, c'est-à-dire des éducateurs spécialisés qui interviennent dans les familles quand ce n'est pas encore trop grave. Développer les tiers de confiance, c'est-à-dire des proches des familles, un oncle, enfin quelqu'un qui peut s'occuper de l'enfant, parce qu'on n'arrivera pas à ouvrir le nombre de places suffisantes en foyer, où il y a d'ailleurs d'autres problèmes. Voilà. Et cette politique, on a aussi créé un groupe de jeunes qui sont dans la protection de l'enfance, quelqu'un qui sont sortis pour les écouter sur ce qu'ils vivent et améliorer nos politiques avec eux. Au travail sur les collèges, on a par exemple fait des budgets participatifs avec, je crois, une trentaine de collèges pour améliorer l'intérieur du collège ou la cour, des choses avec les collégiens. On va aller plus loin. Moi, je souhaite proposer aux collégiens des budgets participatifs, ce coup-là, pour créer du lien social avec quelque chose d'extérieur au collège. Ça peut être une fête avec des voisins, ça peut être un lien avec un EHPAD, enfin, autre chose en tout cas pour créer ce lien dont on a vraiment besoin. On a revu nos indicateurs de prévention. Jusqu'à présent, ils travaillaient sur les 16-25 ans, pour faire simple. On veut qu'ils travaillent maintenant beaucoup plus avec les jeunes dès 10 ans, dès les problèmes sur les collèges, puisque les problèmes arrivent de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Et sur les associations, on travaille déjà avec eux. Quand on a créé le RSJ, donc le RSA pour les moins de 25 ans, on a mis 6 mois à discuter avec les assos de la pauvreté, de la jeunesse, de l'insertion, pour calibrer le dispositif. Quand on a lancé l'expérimentation sur le RSA pour améliorer la compétence chez vous à Grigny, on a eu un échange avec les responsables nationaux pour savoir on y va pas, comment on fait. Je crois qu'on a échangé avec ATT Carmonde, la Fondation pour le logement, la FAS ou encore le Secours catholique. Et pour, de façon plus concrète, comment sécuriser les associations, on va faire des conventions triannuelles pour dire quelles sont les subventions qu'aura l'association sur les 3 ans qui viennent, plutôt que ça puisse être remis en cause chaque année. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles augmenteront, ni qu'elles diminueront, mais ça veut dire qu'on donnera une visibilité, même s'il faudra malheureusement, pour des raisons administratives, faire quand même les dossiers annuels. Nous, on s'engagera pour 3 ans sur des montants à nos associations, qu'elles soient sportives ou culturelles ou autres. Merci. Justement, quelqu'un de la télé Carmonde est venu me voir avant, m'a dit, mais est-ce que tu peux leur demander, parce que quand on a fait le RSA conditionné, on leur a dit, mais en fait, les conditions, c'est quand même très très compliqué, c'est très stigmatisant. La question est simple, est-ce que vous continuez dans cette direction? Et la même chose peut-être pour le justement, vous venez d'en parler, hein, le revenu de solidarité jeunesse, 420 € par mois au maximum pour les moins de 25 ans qui sont sortis du système éducatif. Il y avait 3500 bénéficiaires en 2025. Toujours la tribune, c'est ça? C'est combien? Non, il y en a eu 4000 en tout, mais en moyenne, 4000 c'est ce qu'ils ont eu. En moyenne, les jeunes restent que 6-7 mois, parce que notre objectif, c'est de les remettre dans des parcours existants et d'améliorer leur situation, et que les autres dispositifs qui existent nationaux, qui sont payés d'ailleurs par l'État, on a intérêt à les remettre dedans, et ça marche plutôt bien. On a 9 jeunes sur 10 qui nous disent en sortant que leur situation s'est améliorée, et à peu près 50% de sorties positives sur ce public. Donc ça marche vraiment. Et sur l'expérimentation, le conditionnement du RSA, nous, on l'a jamais appliqué. Donc c'est pas parce qu'on a fait l'expérimentation, on a simplement démontré quelque chose d'assez simple, c'est qu'en appliquant la loi, c'est-à-dire en accompagnant chaque bénéficiaire du RSA correctement, individuellement, ça marchait mieux et on avait des meilleurs résultats. C'est pas une grande découverte, mais en tout cas, ça l'a montré. Maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à mettre les moyens qui n'existent pas avec France Travail pour l'instant, pour la totalité des bénéficiaires du RSA, et éventuellement que nous, on en mette aussi en plus, mais il faut que l'État suive, parce que tout le monde est gagnant naturellement si on arrive à faire diminuer le nombre d'allocataires, d'abord pour eux, parce que c'est quand même très satisfaisant de vivre autrement qu'avec RSA, mais aussi pour l'intérêt général. Nos entreprises ont besoin de salariés, et puis pour les finances de la métropole, parce que c'est des coûts en moins qu'on peut redéployer sur d'autres politiques sociales. Merci. Florestan Groult, là-dessus, est-ce que vous avez des différences? Est-ce que vous proposez autre chose?
Je reviens un instant parce que ça m'a un peu piqué sur la conduite politique. Et du coup, c'est sans offense à ma collègue Lucie Vacher, mais dans le propos de M. Bernard, du coup, j'ai entendu qu'il y avait la protection de l'enfance, mais j'ai entendu dire que la jeunesse, c'était aussi le collège, le sport, la culture, l'insertion, le logement, les universités. Donc, sans offense à Mme Lucie Vacher, je ne crois pas qu'elle soit vice-présidente à tout ça. Et donc, d'avoir des conseillers délégués qui sont peut-être dans la manière de conduire des politiques publiques, justement vigilants à ce que des thématiques transversales comme la jeunesse puissent avoir un point d'attention sur chacune de nos compétences sectorielles, ça me paraît intéressant. On ne l'a pas fait sous cette mandature et je pense que dans une mandature prochaine, c'est peut-être une piste d'évolution intéressante ou pertinente à explorer dans la conduite de politiques publiques de transversalité, ce qui nous permettrait peut-être d'ailleurs de répondre positivement à une consigne qu'a passée le président actuel à l'ensemble de ses vice-présidents, de travailler le maximum en transversalité. Et donc, comme je suis un vice-président qui écoute mon président actuel, j'ai fait évidemment des propositions pour le prochain mandat. Et qui sait, vous le resterez peut-être. Comment ? Qui sait, vous serez encore peut-être vice-président, sait-on jamais. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons passer à la question sur l'environnement et la santé. Là aussi, on pourrait parler longtemps, mais je pense que personne à Lyon et dans la métropole ne peut ignorer les impacts du réchauffement climatique pour sa vie quotidienne. Je crois que là, la démonstration est faite. Par ailleurs, les habitants sont préoccupés par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, par les PFAS aussi, beaucoup. Pas seulement dans la vallée de la chimie. C'est des enjeux majeurs, en fait, qui impactent vraiment, évidemment, qui impactent en particulier les populations les moins riches. Le pacte du pouvoir de vivre vous demande comment vous comptez agir, quelles mesures vous pouvez prendre, à la fois, alors il y a deux questions en une, c'est vrai, pour prévenir les effets du réchauffement climatique sur la santé, et puis par ailleurs la question également de la pollution ou des pollutions. Alors c'est une question impaire, et donc c'est Florestan Groult qui commence. Non, désolé, vous avez fait la une. Non, c'est Bruno Bernard, désolé, c'est moi. À chaque fois, je me plante. Bon, mais bon, heureusement que vous êtes là tous les deux pour savoir. Non, mais la question est très, très vaste. Donc, voilà. je vais énoncer plein de points. Il y a deux questions, climat et pollution. Voilà. En commençant par dire qu'on a un enjeu essentiel sur la préservation de la ressource en eau, sur lequel on a beaucoup avancé. J'ai découvert hier que les listes de Mme Sarcilly réinterrogeaient la régie publique. Ce qui est particulièrement inquiétant, on a besoin de continuer cette politique qui fonctionne pour avoir de l'eau aujourd'hui, mais aussi dans 50 ans. Deuxième chose que je voulais rappeler, c'est tout ce qu'on fait sur les bâtiments, en particulier les logements. La rénovation avec le dispositif Éco-Rénov', mais aussi le développement massif du réseau de chaleur. Ces deux mesures, à chaque fois, ça permet d'avoir des effets bénéfiques sur le climat, puisqu'on fait diminuer les émissions. Le réseau de chaleur en particulier est particulièrement vertueux. Et en plus, ça fait à chaque fois du pouvoir d'achat pour les habitants. Donc je voulais quand même rappeler ce point que je n'ai pas pu dire dans le logement pour avoir été trop long. On va continuer à végétaliser massivement. 250 000 arbres et arbustes plantés dans ce mandat, c'est à peu près 10 fois plus en termes de rythme qu'avant. Donc on va faire encore un peu mieux dans le prochain mandat, avec l'objectif de faire une infrastructure environnementale. Qu'est-ce que c'est ? C'est une ceinture verte qui partirait de la vallée de la Chimie jusqu'au parc Miribel, donc sur l'est, sud-est, parce qu'on a une zone naturelle finalement à l'ouest sur une grande partie de la métropole de Lyon, et on sait que si on arrivait finalement à avoir, c'est plus le périphérique, l'anneau des sciences là, c'est une couronne verte de l'agglomération, on aura un effet bénéfique sur la ressource en eau, mais aussi sur les températures à l'est, mais même au cœur de la métropole de Lyon. Ça veut dire c'est travailler sur les terres agricoles céréalières qui sont une catastrophe en termes d'impact climatique, c'est vraiment des chaleurs, c'est travailler sur les parkings des supermarchés, sur la Chambre du Pont, c'est travailler un peu partout pour cette continuité qui permettrait aussi en plus d'avoir un effet très positif sur la biodiversité. Et sur les pollutions, on travaille sur l'eau, protection de l'eau, donc on veut un territoire avec un objectif zéro pesticide, et on va commencer par les champs captants, toutes les terres agricoles sur les champs captants. On a décidé d'imposer à tous nos agriculteurs du parc Miribel, qui dépendent de nous, l'obligation de passer au bio lors du renouvellement du bail, avec naturellement un accompagnement sur le matériel et avec une diminution des loyers. Et jusqu'à présent, on avait énormément accompagné nos agriculteurs. On a
plus de 150 projets financés pour les agriculteurs. Il y en a 250 seulement sur la métropole. Et on a augmenté la part du bio dans nos productions agricoles. Et puis, on travaille sur les PFAS, le dernier point, avec l'Institut éco-citoyen qu'on vient de lancer, où la droite a d'ailleurs voté contre la subvention qu'on leur a accordée il y a 2 semaines, avec l'objectif 1 d'améliorer les connaissances. On n'a pas les connaissances des niveaux de pollution sur l'air, sur l'eau, la santé, et ensuite il faut qu'on augmente les connaissances sur l'impact des PFAS sur l'organisme humain. Et on a une procédure au tribunal qui est en cours. On a obtenu une expertise judiciaire pour définir quel était le niveau de responsabilité d'Arkema et d'Eking. Et une fois que cette procédure sera close et qu'on connaîtra leur niveau de responsabilité, on pourra aller chercher le principe pollueur-payeur pour tous ceux qui auront eu des préjudices. Est-ce que vous ne craignez pas que ça ait un impact sur l'emploi, pour Arkema par exemple? Alors, il y a toujours un risque et un chantage à l'emploi. Et bien moi, je le dis très simplement, on accompagne les industriels à évoluer, ils sont les bienvenus, mais en aucun cas, on acceptera de mettre en danger les habitants ou l'environnement pour une question d'emploi. Et donc, pour vous le dire, il y a d'autres industriels sur la vallée de la chimie sur lesquels on a arrêté les autorisations de rejet dans nos assainissements parce qu'ils rejetaient des choses qui n'étaient pas du tout qui étaient dangereuses, tout simplement. Et donc, on leur a donné des temps d'adaptation, on a discuté, puis à un moment donné, on a dit c'est fini. Et donc, aujourd'hui, ils prennent des bouts, ils les transportent en camion, je ne sais pas où, et ça leur coûte très cher. Et donc, j'ai beaucoup de pression, y compris de l'État, qui contrôle nos installations en nous disant après, elles ne sont pas aux normes parce que vous prenez des rejets qui ne sont pas autorisés, mais quand on fait le nécessaire, qui nous disent quand même, voilà. Mais on tient, on ne peut pas aujourd'hui accepter. Et comme on est super attractif, si jamais il y avait une industrie malheureusement qui devait s'arrêter parce qu'elle est trop polluante et trop impactante pour l'environnement, on prendrait le risque et naturellement on en accompagnerait d'autres sur les fonciers disponibles. Merci beaucoup. Floris Sangroult, sur ces 2 aspects, donc la question du réchauffement et puis la question des PFAS, en particulier des pollutions en général. Oui, en tout cas, pour prolonger ce qui vient d'être dit sur l'emploi, on ne peut pas entretenir ce modèle qui dit on va finalement détruire la planète ou continuer de polluer la planète et finalement entretenir tout ce qui ensuite vient percuter frontalement la santé, nos habitantes et nos habitants, et on le voit avec les PFAS. Et en plus, les premiers concernés, et je tiens à le dire, c'est aussi les salariés d'Arkema. Et les salariés d'Arkema sont les premiers à être exposés à ces produits-là. Et donc, en défense aussi de la condition des conditions de travail des salariés, des travailleuses et des travailleurs, je trouve que la métropole doit tenir cette posture ferme. Sur les PFAS, on vient d'en parler, il y a le référé expertise qui est en cours et qui doit être amené à son terme, non pas, comme je l'ai vu, dans une tentative de conciliation amiable que je n'ai pas très bien compris dans les propositions de Madame Sarcelli. Le référé expertise, c'est finalement la collectivité qui produit et qui exprime qui est responsable et à l'origine de ces pollutions, de manière ensuite à ce que la société, la communauté dans son ensemble puisse distribuer les responsabilités de qui doit prendre en charge la dépollution de nos sols et de notre eau. Sur le réchauffement climatique, alors là, il y a quand même, c'est ce que j'ai dit, et je le reconnais, le changement de paradigme écologique, il a été fait sous le mandat. Donc, on s'inscrit plutôt dans une logique de poursuite. Je vais quand même ramener l'idée que sur les mobilités, il me semble que justement un changement profond qu'on amorcerait sur le modèle du service public de la mobilité pourrait contribuer à faire avancer une justice climatique en plus d'une justice sociale. Sur finalement le service public de l'eau potable, donc ça c'est une œuvre une œuvre commune de la métropole. Nous avons démontré d'ailleurs au passage sur le service public de l'eau potable que nous pouvions mettre en place une vision d'un droit à l'eau rendu effectif et notamment en proposant un versement solidaire préventif qui permet de retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, une forme de
logique de la sécurité sociale, contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins essentiels. Et puis, pour finir, peut-être sur la végétalisation, sur l'adaptation au changement climatique, je pense qu'on pourrait peut-être aussi engager quelque chose qui nous permet de s'assurer qu'il y ait une égalité territoriale dans l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place. Alors ça va peut-être surprendre certaines ou certains, mais à ce sujet-là, je trouve que le principe, toujours pareil, les principes qu'on se donne pour guider les politiques publiques, notamment celui qui a été fait à Nantes par la mairie de Nantes, de dire que chacune et chacun doit pouvoir voir, il me semble, 3 arbres depuis n'importe quel endroit où on est sur le territoire. C'est ambitieux, mais voilà, ça donne des principes de conduite de politique publique qui nous permettent, même si on suit, il y a des adaptations, des ajustements, mais qui nous permettent de garantir que les politiques publiques qu'on fait, elles ne sont pas simplement pour quelques-unes et quelques-uns, et que ce principe-là, il est finalement uniforme à tout le territoire et qu'on peut avoir une attention à tout le territoire, notamment y compris dans nos quartiers populaires, même si on a commencé à travailler sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Je me tourne, je crois. On en est où, là? Dites-moi. Il y a 4 minutes d'écart. 4 minutes d'écart au profit. Donc, Florestan, vous avez parlé davantage. Voir 3 arbres de chez soi, donc il y aura du boulot pour les géomètres experts. Il y aura du boulot pour les géomètres experts, en tout cas. Alors, on va passer à la question de la métropole participative, la démocratie, finalement notre démocratie. On peut le constater, on le sait, c'est pas un secret. Les concitoyens affichent de plus en plus de défiance à l'égard du personnel politique. Alors, chez les plus âgés, je dirais que c'est plutôt de la méfiance. Ça, c'est mon regard personnel. Entre les deux, c'est effectivement plutôt de la défiance. Puis les plus jeunes, c'est carrément parfois de l'indifférence. Il y a quand même une exception qui subsiste, c'est la confiance qui reste majoritaire envers les élus locaux, envers les maires, et peut-être, avec l'exception lyonnaise, envers les élus métropolitains, puisqu'ils sont élus au suffrage universel, direct. Le pacte du pouvoir de vivre vous demande comment vous envisagez d'associer davantage, je dirais, les habitants, et notamment les jeunes, aux décisions de la métropole. Et donc, qui commence, c'est une question paire. C'est donc Florestan. Ouais, ça ne va pas aider les 4 minutes d'avance. On n'a pas besoin de géomètre expert, hein, je vous rassure. La ville de Nantes s'en est passée, donc on n'en recrutera pas. Mais il me semble encore une fois que introduire des nouveaux principes de pilotage des politiques publiques, c'est un sujet qui est important et ça a très bien marché à Nantes. Sur l'association des habitantes et des habitants, je pense qu'effectivement, quand on fabrique justement cette politique publique qui ensuite va transformer le réel des habitantes, des habitants, du territoire, il y a forcément toujours 3 légitimités qui sont à l'œuvre. Il y a la légitimité de l'équipe qui a été élue au suffrage universel direct pour la métropole via la démocratie représentative. Ensuite, il y a la légitimité de la démocratie sociale et des comités d'intérêts locaux, des associations locales, des habitantes et des habitants qui viennent participer et qui viennent aviser un projet. Et enfin, il y a une autre forme de participation qui est le droit d'interpellation. Et où là, on est sur finalement une interpellation en dehors des dispositifs de participation citoyenne classique où les citoyens viennent participer aux concertations, aux consultations proposées par la métropole de Lyon. Il faut renforcer les 3. Il faut ne pas oublier qu'il y a des actes politiques et que là, justement, on est dans un débat pour le prochain mandat où on propose une vision de la métropole qui va avoir sa légitimité pendant 6 ans. Il faut renforcer encore l'accès à la participation citoyenne, les consultations, les concertations, sans oublier que c'est des scènes où on va finalement confronter ou négocier les intérêts de chacune et chacun. Et quand on fabrique l'intérêt général, c'est forcément différent de faire la synthèse des intérêts particuliers où
celle d'avoir exprimé une vision politique pour la métropole au moment du débat sur des élections métropolitaines représentatives. Et il faut, je crois, renforcer le droit d'interpellation. Pourquoi ? Parce que c'est aussi ça qui fait démocratie. Si on pense que l'institution détient à elle seule la vérité, et que les progrès sociaux, les équilibres à trouver ne naissent pas finalement d'une synthèse entre un droit d'interpellation parfois sur ce que fait la collectivité et les politiques publiques de l'institution, on passe à côté de quelque chose. Et sur le rebond, je serais concret en termes de propositions, mais c'est important de poser les visions politiques. Oui, juste simplement, parce que c'est quoi un droit d'interpellation ? On va le faire dans quelques minutes. Les gens vont poser des questions. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un droit d'interpellation. Un droit d'interpellation, c'est le fait que lorsque des habitantes et des habitants qui questionnent un projet, questionnent une politique publique, ils puissent trouver les moyens de le faire. Et par exemple, mon collègue à Villeurbanne, Mathieu Garabédian, a mis en place des dispositifs ou des bourses, par exemple, de contre-expertise. C'est-à-dire que la collectivité donne les moyens ou permet à des habitantes et des habitants qui voudraient la questionner d'en trouver les ressources. Donc elle prend cette casquette de permettre la démocratie locale, de permettre la contradiction, de permettre l'interpellation. Et c'est pour ça que, mais alors là, ça va faire un petit peu la défense d'intérêt catégoriel, parce que j'étais vice-président à la vie associative. Je pense aussi qu'il faut renforcer les moyens sur nos points d'accompagnement à la vie associative, de manière à ce que les habitantes puissent aussi s'auto-organiser, trouver les ressources pour faire vivre leurs associations, être accompagnées. Aujourd'hui, on a une politique publique et un budget qui est, à mon avis, possible d'augmenter. Merci. Bruno Bernard. C'est un sujet qui est complexe, sur lequel il faut faire preuve d'humilité. On est un territoire d'1,450,000 habitants, et donc forcément associer autant de monde à un projet, à une politique, c'est pas simple. Et donc d'abord, on a la chance, nous, sur le territoire, de voter pour la métropole de Lyon. On est les seuls en France. Voilà. Donc je rappelle, c'est quand même important, puisque c'est quand même des projets différents. On a fait beaucoup de choses avec la vice-présidente de la participation citoyenne, Laurence Beaufet. Donc beaucoup de choses intéressantes, mais sans être non plus totalement satisfait pleinement du résultat. Je rappelle d'abord qu'il y a toutes les concertations réglementaires sur les projets d'urbanisme, sur les projets de transport en commun, que parfois, par exemple, sur la mise en place de la zone à faible émission, on a fait appel, alors qu'on n'avait pas l'obligation, à la Commission nationale du débat public, pour avoir quelqu'un qui organise de façon indépendante. Sur la presqu'île, avec la zone à trafic limité et la reconfiguration, on a eu un prix national, on a été reconnu comme exemplaire sur la concertation, et pourtant, on voit les difficultés. Il y a des gens qui participent, ils étaient quand même assez nombreux en presqu'île, mais ça fait jamais, je ne sais plus le chiffre, mais ça va être 3000 personnes. Donc c'est pas non plus, on est loin du million d'habitants. Mais néanmoins, y compris quand on fait la concertation qui est plutôt sujet qualitative, à la fin, il y avait deux options. Une option qui était de dire on fait passer les bus, rue Grenette, ce qu'on a fait. Et l'autre, on continue rue de la République. Et l'option rue Grenette, je crois, avait 63-64% d'avis favorables. Une fois qu'on a fait cette concertation, ce qui est difficile, c'est que ceux qui n'étaient pas d'accord sont restés pas d'accord. Et donc la difficulté aussi, c'est dans une société de plus en plus clivée, comment on arrive à faire accepter un fait majoritaire, comment on arrive à faire accepter un intérêt général. Donc dans les choses qu'on a faites, on a revu le conseil de développement, avec un droit d'interpellation directement du conseil de la métropole, donc de poser une question, une expression au conseil de la métropole de Lyon. On a fait une convention citoyenne pour l'adaptation au changement climatique. On a d'ailleurs retenu une des propositions avec une réserve citoyenne. Et ça, c'est un modèle qui marche très bien, parce qu'on prend 100 personnes en l'occurrence, qui sont vraiment représentatives de la population. Donc, déjà, la première fois qu'on y va, on est étonné parce que le conseil de la métropole n'est plus du tout le même. Et donc ça, il y a des jeunes, il y a de la diversité, enfin, il y a vraiment quelque chose de représentatif et qui est très intéressant, même si là, on voit bien les clivages de la société. On veut en faire deux de plus de conventions citoyennes. Une sur la pollution, les pollutions, en particulier celle de l'air, notamment par rapport à la zone à faible émission, et une deuxième sur la lutte contre l'isolement, parce que c'est un sujet qui devient majeur. On a besoin de recréer du lien social. La métropole fera des choses, mais on a absolument besoin d'impliquer les citoyens sur ces questions-là. Donc je pense que, y compris pour trouver les solutions, on ira faire. Et puis après, on va continuer à chercher, à trouver. On est naturellement preneur
des idées et autres, et on va continuer à travailler avec les associations parce que les corps intermédiaires, c'est aussi très précieux. On va en parler parce qu'il y a l'autre volet, c'est la dernière question de la démocratie participative, c'est le rapport finalement au corps intermédiaire, la société civile organisée dont les représentants sont ici ce soir dans la salle, et qui en fait sont souvent en plus chargés d'appliquer en fait les politiques. En partie, elles sont là pour accompagner les gens, et puis elles observent sa façon dont ça fonctionne. Elles voient quand ça marche, elles voient quand ça marche pas. Donc elles font remonter parfois simplement des observations en disant peut-être que pour le RSA, un QR code, c'est peut-être pas la meilleure idée pour les gens qui sont au RSA, etc. Donc il y a des remarques qui sont faites, des contributions. Alors la question, elle est simple, et la réponse pas forcément d'ailleurs très longue, mais c'est à vous de voir. Après, on doit parler avec la salle. C'est comment vous envisagez de vous appuyer sur ces acteurs pour mener votre action. Et donc, c'est Bruno Bernard. Moi, d'abord, j'ai donné plusieurs exemples pour dire qu'on le fait déjà, de s'appuyer sur les acteurs pour définir des politiques, pour les suivre. On le fait avec les assos, on le fait aussi avec les bénéficiaires de nos politiques. C'est important, on le fait par exemple, on a un groupe, le GEPI, d'allocataires du RSA, avec qui on échange sur nos politiques. Donc, je pense que mettre ceux qui bénéficient des politiques comme interlocuteur est important, et naturellement, il faut le faire avec les associations. Est-ce qu'on peut le faire plus? Probablement oui. Après, les associations, elles ne sont pas non plus un temps disponible de rythme par rapport à celui des élus. Donc, il y a des difficultés, mais je pense qu'on a, et ça a été rappelé d'ailleurs dans le propos introductif, eu des liens entre le pacte et nos vice-présidents régulièrement. Et donc, je pense naturellement qu'il faut continuer, et pourquoi pas amplifier, si les deux parties sont capables de le faire. Merci. Florestan Gould. Oui, il y a deux choses. Il y a la fabrique de l'action publique. Et donc là, la fabrique de l'action publique, elle a l'initiative du président et des vice-présidents. C'est eux qui fixent les principales orientations. Mais cette fabrique de l'action publique, elle peut s'ouvrir effectivement à tous les acteurs et les actrices de la démocratie sociale. Elle peut le faire de différentes manières. Il y a la manière de faire des assises, il y a la manière de faire des rencontres régulières. Et je pense que c'est important qu'on réfléchissent politique publique par politique publique, comment on trouve les modes et les voies pour finalement systématiser ce qui se fait sur certaines politiques publiques, l'association des différentes parties prenantes, tout en étant assez lucide sur le fait que il y a aussi potentiellement des intérêts, des visions différentes, et que dans cette association, il faut arriver à poser collectivement le cadre de quel va être le rôle de chacune et chacun, d'où une intensité de dialogue importante, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la participation citoyenne, où là, pour des projets, on associe des citoyens, et ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les interpellations, et on rejoint aussi le fait que les conventions citoyennes sont assez indispensables parce qu'elles garantissent notamment une représentativité qu'il est parfois difficile de construire de manière spontanée, et comme on dit souvent, la participation ne se décrète pas, elle se construit. La convention citoyenne sur différentes thématiques, en dehors aussi ou en amont d'enjeux de décision, parce que quand on est sur un enjeu de décision, les clivages et les intérêts se cristallisent, et si on a parfois la chance de pouvoir construire la politique publique avant qu'il y ait ces enjeux de décision, c'est des choses qui produisent parfois des résultats intéressants. J'ai envie de vous relancer, mais je ne vais pas le faire parce que vous avez 5 et peut-être maintenant 6 minutes d'avance. Je suis désolé, mais voilà. Et comme il y a une autre question. Mais bon, on va passer à la salle, tout simplement. Alors, il y a les micros qui doivent être là. M'a-t-on dit vous manifestez. Si c'est un homme qui prend la question en premier, la prochaine question, ça sera une femme qui la posera. Vous vous présentez, s'il vous plaît, éventuellement un titre, si vous avez un titre, et vous posez une question à laquelle, en désignant éventuellement la personne qui... voilà. Donc, première question, madame. Bonjour, messieurs. Voilà, je vais me présenter. Je suis Madame Giantarelli Jocelyne et je suis présidente de l'ADEP. L'ADEP est une association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Son siège social est sur le Rhône, à Lyon, et elle parcourt tout le territoire à la rencontre des familles, des enfants, des associations, des politiques,
pour sensibiliser. Cette association aujourd'hui est surtout là pour sensibiliser la société civile sur le sujet de la protection de l'enfance, sur le sujet de ces enfants placés qui aujourd'hui, malheureusement, sont les oubliés de la République. Et quelle est votre question ? Ma question, j'ai déjà tenté de questionner M. Bruno Bernard sans réponse, malheureusement. Il est devant vous. Il est devant moi. Je suis venue à votre rencontre, M. Bernard, puisque vous êtes le chef de file de la protection de l'enfance aujourd'hui. Ma question aujourd'hui, alors j'ai vu que dans votre programme, vous avez... il y a un paragraphe entier sur la protection de l'enfance et je vous en remercie parce qu'il y a peu de programmes aujourd'hui qui parlent de la protection de l'enfance. Est-ce que vous avez une question ? Ma question... Je suis désolé, mais... Je sais. Comment pensez-vous pouvoir refonder cette protection de l'enfance qui aujourd'hui en a énormément besoin ? Bruno Bernard. Alors j'en ai dit un mot tout à l'heure, de façon courte, puisqu'il y avait beaucoup de thèmes à aborder. Moi, je le redis, on ne peut y arriver que si on renforce fortement la prévention. Et il y a d'autres... donc je vais détailler un peu, il y a aussi d'autres sujets. On a fait le choix, et je ne suis pas suffisamment professionnel pour savoir si c'est le bon ou pas, de ne pas pousser à l'adoption et de dire qu'il fallait garder le lien entre les parents et l'enfant, notamment quand il était en bas âge, et qu'il fallait vraiment qu'il n'y ait aucun contact, je crois, pendant au moins 1 an pour aller à l'adoption. Je m'interroge s'il ne faudrait pas accélérer les choses. Parce que malheureusement, les enfants, y compris en pouponnière, qui nous sont confiés, ils reviennent très rarement dans les familles. Et donc, il y a des familles qui veulent adopter un enfant de la protection de l'enfance. Plus on le fait tôt, plus ça a de chance de fonctionner. Donc, il y a par exemple cette solution. J'ai parlé des tiers de confiance, dignes de confiance. Je pense que c'est aussi une vraie solution. Et puis, il faut mettre le paquet sur la prévention. Mais il y a d'autres sujets. Il faut aussi que les juges arrêtent de multiplier les placements, parce que de toute façon, on ne peut pas suivre. Il faut aussi probablement faire preuve, là aussi, d'innovation dans ces sujets, de réflexion qui sont très complexes. Donc, je l'ai dit, on a mis énormément de budget. Je ne crois plus qu'il faut ouvrir des lieux supplémentaires. Ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. Quand on fait des lieux tout neufs, que les équipes sont complètes, qu'il y a 6 places, on arrive, pas toujours, mais parfois à avoir des résultats. Mais comme on arrive très peu à tenir les professionnels de ces métiers-là, qui tiennent rarement plus, même quand les équipes sont complètes, dans 2 ans, dans ces métiers qui sont les plus difficiles du domaine social. Et puis, dernier point, on a en plus un autre problème supplémentaire, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants qui nous sont confiés en situation de handicap. Maintenant, c'est à peu près 1 enfant sur 4. Ça veut dire que le fait de ne pas suffisamment avoir trouvé l'accompagnement des parents qui ont des enfants en situation de handicap les pousse à ne pas pouvoir, les éduquer. Donc ça aussi, il y a d'autres enjeux, ça pose d'autres politiques sur le handicap, mais qui sont aussi liés à la dégradation de la protection de l'enfance de partout en France, y compris chez nous, même si on fait beaucoup. Et comme Lucie Vacher est là, vous pourrez continuer, elle est beaucoup plus compétente que moi sur le sujet, à approfondir ce que nous avons prévu. Merci beaucoup. Un mot en sachant que vous avez 5 minutes d'avance, oui. Désolé. Oui, donc pour être très rapide, renforcer la prévention, oui, aussi. Renforcer et explorer la mobilisation de tiers de confiance aussi. Je pense que justement sur une politique publique comme celle-là, qui est difficile et sensible, organiser une convention, alors peut-être pas une convention citoyenne, plutôt des assises pour prendre le temps de quelque part se distancier aussi de situations successives, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. En plus, la métropole a du savoir-faire dans les ingénieries de mise en place de ce type d'assises, donc c'est des choses qu'on pourrait explorer. Et là, je marque aussi une différence. Je pense que nous, on est pour la présomption de minorité, notamment sur les jeunes du jardin des Chartreux, et donc de multiplier les... Ça veut dire qu'on considère que s'ils disent qu'ils sont, pour bien comprendre, s'ils disent qu'ils sont mineurs, on accepte l'idée qu'ils sont mineurs. Non, pas tout à fait, pour être franc. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement spécialisé type station, dont on voudrait renforcer les moyens, ou au moins en créer une supplémentaire. Merci. La question suivante. Monsieur.
Donc, je m'appelle Luc Arbib, ça fait 25 ans, Monsieur Bernard, même sous Collomb, je m'inquiétais déjà de la question de la pollution, et je suis content de pouvoir discuter avec vous, parce que votre adresse mail est confidentielle défense, donc on ne peut pas s'adresser à vous, et votre compte Twitter doit être tenu par votre community manager payé par le contribuable, donc vous ne devez pas voir les message que je vous envoie. Il n'est pas payé par le contribuable, hein, donc je veux bien qu'on échange, mais si vous dites... Le contribuable, il paye bien c'est un salarié de la métropole, donc qui paye les salariés de la métropole? C'est bien le contribuable. Est-ce que vous pouvez juste... voilà, alors, je vais poser la question, il va vous répondre. J'ai deux questions rapides. Faites pas l'agacer, M. Bernard. Non, ma première question, ça va être très rapide sur le logement. Vous aviez une promesse, parce que vous faites souvent des promesses électorales, de production de logement social. Dans la question. Je vais y venir, Olivier. Je vais y venir. Logement social, je crois, de 6 000 logements par an. Monsieur Renaud Père est dans la salle, il va nous donner les chiffres, ils sont en dessous. Et je voudrais surtout développer la question de la pollution et de la démocratie participative. Parce que, par exemple, en ce moment, je demande pour la question du tunnel sous Croix-Rousse, avec 2 écoles qui sont situées à proximité, l'école Michel Servet et aussi l'école des Entrepôts, où il y a des taux de pollution importants, 4 fois, vous l'avez dit, Monsieur Bernard, 4 fois supérieurs aux normes de l'OMS. Avec des maladies, il y a 40 000 morts par an avec la pollution. Des cancers du sein, une femme sur 8. Donc vous dites, OK. Pourquoi la promesse électorale, comme vous me l'avez dit, de mettre le tunnel à 2 fois une voie, c'est pas votre promesse, vous m'avez dit, au vœu du maire de Lyon, où j'avais réussi à vous coincer pour parler, c'est celle de Grégory Doucet, vous avez botté en touche. Et quand je vous ai parlé des écoles polluées, ça a duré 30 secondes l'échange. Vous m'avez dit, ça n'est pas mon problème, et vous avez tourné les talons et vous êtes parti. La question, c'est... pas les réponses. Mais la question, c'est, vous avez abandonné cette promesse électorale, vous avez sorti du réchauffé avec un bus électrique, le C6, alors que ça fait 6 ans que c'est en projet. Qu'est-ce que vous avez prévu, alors qu'avec la ZTL, les plans de circulation du 9e, le projet Rive Droite, la circulation est envoyée sur le tunnel sur Croix-Rousse. Allez, il faut que je comprenne la question. Je finis juste. Quand est-ce que, parce que j'ai demandé il y a plus de 2 mois les études de trafic à vos services, Monsieur Bernard, ils n'ont pas été fournis, donc je vais faire appel, comme je fais souvent avec la métropole, à la CADA pour les avoir. Merci pour la question. Les écoles, c'est la ville, mais le tunnel, c'est la métropole. Non, mais... pas. C'est même l'État. Moi, je ne suis pas là pour reparler du programme de 2020. Voilà, donc je parle d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je vous dis. D'abord, dire que sur le tunnel de la Croix-Rousse, la circulation de mémoire, excusez-moi, je n'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais baissé à peu près de moins 25, moins 28% en 6 ans. Donc on a une baisse de la circulation automobile sur le tunnel, comme on l'a sur l'hypercentre. Malgré, on est en train de voir quels sont les chiffres maintenant qu'on a fermé la rue Grenette, ça n'a pas l'air de réaugmenter beaucoup. Ben, voilà, donc vous les avez peut-être mieux vus que moi. Voilà, donc est-ce que mettre une voie de circulation au lieu de 2 changerait quelque chose? Moi de me poser la question. On a l'obligation dans les tunnels que ça roule, pour des questions de sécurité. Donc si on fait des bouchons dans le tunnel de Fourrière, en vérité, on va faire des bouchons qui remontent. Donc, et en plus, fermer des voies de circulation, si c'est pas pour mettre du vélo... Non, mais s'il vous plaît, vous avez posé votre question, c'est la réponse. Vous voyez, M. Herby, pourquoi on n'arrive pas à échanger? Non, s'il vous plaît. Je m'arrête de répondre parce que je... Voilà. Allez, je m'arrête là dans la réponse, ça n'a pas plus d'intérêt. Question suivante. La question et la pollution suivante, a été Madame. 37% sur le dioxyde d'azote. Non, s'il vous plaît, vous arrêtez de répondre. Madame. Bonsoir, merci à tous pour ce débat. J'ai une question qui va sortir un petit peu des sujets que vous avez abordés jusque-là. Je suis Brigitte Bousquet, je suis administratrice du Mouvement européen France et vice-présidente de la section du Rhône du Mouvement européen. Et donc j'ai une question qui concerne les sujets européens, bien sûr, et la question va s'adresser à vous deux. Quelle est votre position par rapport justement à la défense de l'Union européenne? Comment vous comptez organiser les services à ce niveau-là pour que nos citoyens soient un peu mieux informés qu'ils ne le sont sur ce que fait l'Union européenne? Et quel soutien vous pensez apporter aux associations citoyennes qui font de l'information auprès du citoyen sur les questions européennes? Merci. Question européenne. Qui de vous deux souhaite répondre? Spécialiste des questions européennes. En prie, allez-y. Ouais, c'est plutôt la vice-présidente internationale, ça, sur cette question-là. Ouais. Non, attention au micro. Je vais essayer de faire court parce que j'ai un peu d'avance, mais vous
vous connaissez plus ou moins la position de notre famille politique sur l'Union européenne. On pense qu'une partie de l'Union européenne n'est plus... comment dire, s'éloigne d'une démocratie européenne et plutôt une commission au service de politiques libérales dont on interroge parfois effectivement le structurant. Maintenant, en tant que président ou futur président de la métropole de Lyon, il y a des... il ne faut pas se censurer, hein. Il y a évidemment des programmes européens où il y a des moyens qui sont là aujourd'hui et une métropole comme celle de la métropole de Lyon doit pouvoir aller capter ces moyens puisque d'un côté les moyens publics et on le dénonce diminuent et donc multiplier les possibilités de financement pour nos politiques publiques notamment via ceux de l'Union européenne, c'est quelque chose qu'on n'hésitera pas à aller chercher. On a des programmes de coopération qui sont particulièrement intéressants. Et ensuite, pour finir, du coup, je pense que la vice-présidence à l'international doit soutenir l'idée de pouvoir aller capter ces financements européens. Et après, le vice-président à la vie associative et à l'éducation populaire doit soutenir le fait d'avoir des espaces de débat, non pas avec une prosélytisme politique, mais des débats politiques pour interroger le rôle d'une Union européenne et comment elle est au service des gens et des différents peuples. Merci. Bruno Bernard. Alors, sur le lien à l'Union européenne, on a notamment une équipe, il y a une personne qui est à Bruxelles pour avoir des liens avec la Commission des services et aller chercher des fonds publics quand on peut, mais je pense que la question, c'était plutôt comment défendre l'Union européenne de façon plus générale. Donc, ça sort un peu du compétence de la métropole de Lyon. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas réfléchir à travers notamment les actions auprès des collégiens, à des actions spécifiques. Donc il faudrait en proposer et voir si on arrive en rentrer dans les cases et de l'éducation nationale et de nous ce qu'on peut faire pour voir comment défendre cette Union européenne, parce que moi j'y suis très attaché et dans ce monde de plus en plus dur, difficile, je pense que ça serait bien qu'elle soit renforcée, y compris en termes de défense commune. Merci beaucoup. Il y a une question en haut, je crois. C'est ça, une question en haut? Oui. Un homme? Oui. Oui. Je suis Yamoutoile Baloumé. Je suis président d'un collectif de 33 associations, Afrique, Caraïbes et Océan Indien, Africa 50, qui existe depuis 15 ans, enfin 16 ans maintenant, avec un soutien très fort dès le départ, dès sa création, de la ville et de la métropole de Lyon. Nous apprécions effectivement l'engagement de la métropole sur le plan européen, mais Lyon, c'est aussi une ville tout monde, pour reprendre l'expression d'Édouard Glissant. Et la question que j'ai à poser, surtout au vu du contexte que nous connaissons et des violences qui accompagnent l'actualité de notre ville et de notre métropole, quels sont les efforts que la métropole, enfin, nos deux élus qui sont là, entendent faire pour redoubler d'efforts? La métropole en fait déjà. Nous l'apprécions. Nous sommes ses partenaires. Mais nous aimerions une politique encore plus ambitieuse en termes aussi d'affectation budgétaire. On a évoqué différents dispositifs, la possibilité des contrats triennaux, etc. Pardon, voilà. Moi, je n'ai pas bien compris. Pardon, il s'agit de quelle politique? Politique la coopération internationale. D'internationalité. D'accord, très bien. L'internationalité sur le territoire de la métropole et au-delà. Parce que je représente un peu tous ceux, je dirais, d'ici, mais qui sont venus d'ailleurs. Merci beaucoup. Et merci, monsieur. Nos descendants. Eh bien, merci d'abord pour le travail que vous effectuez. D'abord, il faut quand même dire qu'on est dans un cadre budgétaire contraint où chaque année, les gouvernements successifs nous reprennent de l'argent. Donc, il n'y a pas d'argent magique. Il faut naturellement qu'on optimise nos dépenses, qu'on fasse des choix. Et sur la coopération internationale, le choix qui a été fait dans le pays, c'est de couper les budgets très fortement au niveau de l'État et d'autres. Nous, on a fait le choix de les maintenir et on a fait le choix, je crois que c'était il y a 2 ans, de rajouter un budget à la coopération qui est sur les déchets. C'est-à-dire de prendre une partie de notre budget déchets, je crois que c'est 0,3% qu'on a affecté, donc ça doit faire, pour commencer, autour de 400 ou 500 000 euros, pour vous donner un ordre de grandeur, pour accompagner
plutôt ceux qu'on accompagne déjà avec l'eau ou sur quelques politiques de végétation, pour leur dire qu'on peut aussi les accompagner en mettre en place des filières de traitement de déchets, notamment leur apportant la compétence de nos équipes. Donc on tient sur ces sujets parce que je pense que c'est important. On le fait prioritairement sur nos compétences urbaines et techniques, là où on a une vraie plus-value. Merci. Florestan Groult. Oui, c'est la loi Audin-Santini qui nous permet de mobiliser une partie du budget d'exploitation de nos services publics. Et effectivement, c'est assez intéressant. On l'a aussi sur l'eau potable et c'est assez intéressant de le faire sur le service public des déchets de la propreté. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est sur des coopérations de services publics à services publics, de pair à pair, entre des services publics de différents pays, dont la richesse des contextes et des espaces d'intervention peut amener des enrichissements mutuels. Et c'est quelque chose qui me paraît particulièrement intéressant. Les internationalités, pour moi, elles se traduisent aussi sur le fait de favoriser et de mettre au centre de nos politiques publiques le terme d'égalité qui est au centre de notre devise républicaine. Et notamment, je pense que la sécurisation des conditions matérielles, mais aussi la lutte contre les formes de racisme. Et vous savez qu'on propose dans notre programme le réseau Egalis, c'est-à-dire qu'on propose un réseau d'associations qui est sécurisé sur cette question-là, qui doit aussi venir s'appuyer ou appuyer le fonctionnement des associations comme celle d'Africa 50, mais aussi de Trace sur l'interrogation du fait colonial, sur l'interrogation des immigrations, enfin sur le fait de mettre en avant tout le positif de ce qu'a apporté l'immigration pour notre pays, sur lequel repose cette richesse de la différence, de la créolisation, sur laquelle repose aujourd'hui notre pays et notre communauté républicaine. Et donc, on soutiendra fortement ces questions-là. Merci. Egalis a toutes ces facettes-là. Et veut s'appuyer sur l'écosystème des associations qui travaillent sur une très large facette de ces questions-là. Merci beaucoup. La question suivante, en fonction de la rapidité, c'est la dernière ou l'avant-dernière. C'est une femme qui la pose, mais je ne sais pas où est. C'est là. Allez-y. Non, je suis en haut. Ah, en haut, très bien, pardon. Il y en a en bas aussi, mais... Bonsoir. Oui, ma question, je suis présidente de l'UNICEF Rhône-Loire 1, et ma question est toute simple. C'est comment vous pensez prendre en compte davantage la parole et l'opinion des enfants? Merci. Question. Et après, on fera une question en bas, parce que je sens qu'il fallait faire aussi en bas, en haut. Hein. Alors, j'ai donné 2 exemples. Hein. On les écoute dans le cadre de l'ASE, donc les enfants placés. Et, pardon, l'ASE, c'est quoi? L'aide sociale à l'enfance. Donc sur les enfants placés, donc on les écoute, et c'est toujours assez émouvant, voire même un peu difficile. Et j'ai donné un exemple où on a donné des budgets participatifs aux collégiens, donc ce qui est une façon de les écouter. Après, si vous avez d'autres idées, d'autres propositions, de voir comment on pourrait faire... si c'est des enfants, je dirais, d'âge des écoles primaires maternelles, ça serait plutôt du côté des communes à le faire. Nous, on est plutôt sur les collégiens, les régions sur les lycéens, mais comme les autres paroles, il faut naturellement les écouter. Et le projet collégien déjà citoyen, c'est comme ça qu'on l'a appelé, est bien dans cet état d'esprit-là. Merci. Florestan, rapidement, vous avez toujours 5 minutes d'avance. Hein. Vous les aurez. Comme je suis entièrement d'accord, je ne réponds pas sur cette question. Bravo, merci beaucoup. Alors, un homme et une femme, rapidement, en bas. Alors, d'abord un homme, s'il n'y a pas d'homme, on prend la femme. Hop. Un homme, il est là, au fond. On l'a remplacé. Hein. Allez-y, non, mais oui, il faut faire comme ça. Ah oui, on fait dans les deux sens. On fait toujours comme ça. Je m'appelle Alain Toutois et je suis membre de ATD Carmonde. Mais il y a un problème moi, je vais parler du logement. Parce que les gens qui rentrent un logement, c'est bien, mais on s'aperçoit qu'on paye que des entreprises. On paye comment? Parce que si on fait la liste, on paye l'eau, on paye l'électricité, on paye l'assurance, on paye. Ma question, c'est de dire est-ce que puisqu'on enrichit les entreprises, pourquoi l'entreprise dirait pas on va aider quelques familles, on va prendre des enfants à droite, on va les apprendre le métier. Pourquoi vous les poussez pas à faire puisqu'on les enrichit des mêmes, parce que
quand on a un appartement, on est pris au piège par ça. Faites la liste un jour de tout. Il n'y a pas que le coût du logement, il y a aussi les coûts annexes. Voilà. Non, Est-ce mais que c'est pris en compte? Alors, un mot quand même pour dire ce qu'on a fait sur la question des charges au niveau des logements, c'est que dans la politique tarifaire de l'eau, on a fait une politique sociale et environnementale qui est en place depuis plus d'un an. On a fait un chèque eau pour les personnes à faible revenu. C'est-à-dire que pour les personnes dont le coût de l'eau, théoriquement, représente 3% de leurs revenus, on redonne un chèque. Je crois que c'est 70 000 foyers qui l'ont reçu, c'est à peu près ça, récemment. Donc on accompagne aussi les plus précaires sur ces questions-là, pour en donner un exemple. Merci. Florestan, un mot ou pas? Oui, parce que quand je disais qu'on veut préfigurer des nouveaux modèles de services publics, effectivement, on l'a fait sur l'eau. Alors moi, j'appelle pas ça un chèque eau, j'appelle ça un versement solidaire, parce que je veux vraiment le voir comme une péréquation. En liquide, du coup. Comment? Pardon, non, c'était une blague. Bon, allez, continuez. J'ai dit en liquide. Je vois que vous aimez bien... Voilà, désolé, merci. Non, mais c'est... Entre le géomètre expert et la liquide... Voilà. Désolé. Passons à la question d'après. Mais c'est dommage parce que là aussi, en fait, le versement solidaire, c'est éviter la stigmatisation de ces personnes et donc être dans une logique préventive où on regarde en amont selon les moyens pour pouvoir venir finalement éviter des phénomènes de chèques qui empêchent le recours au droit. Mais merci. Mais c'est un versement solidaire automatique via la CAF, pour être tout à fait précis. Merci. Une dernière question. Une femme. Il y a deux dames très Alors, motivées. Deux dernières questions, donc, deux femmes. Allez-y. Je sais que toutes les deux. Allez-y. Voilà. Bonjour, je suis présidente du CIL Lyon-Nord, enfin Lyon-Ouest pour être plus précise. Et nous sommes au 3e arrondissement. Nous sommes beaucoup attachés sur l'emploi. Je voudrais qu'on revienne sur l'insertion. La question était trop globale et on n'a pas compris quels sont vos dispositifs que vous allez mettre en place pour que l'insertion professionnelle puisse être vraiment très réactive afin qu'on puisse tenir notre promesse républicaine pour ceux qui sont dans la précarité et surtout quels sont les dispositifs que vous allez mettre en place pour avoir cette société inclusive par rapport aux personnes en situation de handicap qui sont les plus discriminées dans notre pays. Ok, la question d'après, le micro, dernière question. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Enfin le micro. Oui. Allez, posez votre question. Oui. Est-ce que vous présentez pour faciliter l'insertion des jeunes, notamment des quartiers défavorisés, s'engager plus, notamment l'Assemblée des jeunes ou dans des engagements comme le bénévolat. Moi-même, je suis bénévole à la Croix-Rouge de Villeurbanne. Et comment vous envisagez de vous investir pour aider au développement et l'épanouissement des jeunes? Merci beaucoup. On peut applaudir la dernière question. Messieurs, qui commence? Florestan Goult. Vous avez de l'avance, mais justement... Alors, pour faire court, c'est compliqué, parce que la première question sur l'insertion, j'ai donné quelques exemples, mais je pourrais développer pendant une demi-heure toutes les politiques que l'on fait. Et je le dis avec humilité, elles ne réussissent pas toutes. C'est-à-dire, y compris dans tous ces dispositifs d'insertion, il y en a, et notamment mieux accompagner les bénéficiaires du RSA très directement, on a pu démontrer l'utilité, mais pour en développer d'autres. Mais je parlais du dispositif DEFI. Donc DEFI, c'est des filières en tension où on n'arrive pas à recruter. Donc c'est des conducteurs de bus, mais c'est aussi des métiers du prendre soin. On a plusieurs filières qu'on a identifiées où on fait un accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA en travaillant avec les employeurs dès le début pour que ça arrive à l'emploi. Et ça fonctionne plutôt bien, ces dispositifs renforcés. Plutôt bien, ça ne veut pas dire que c'est 100% de réussite, ça n'existe pas en insertion. Donc il y a énormément de dispositifs. Moi, ma conviction aujourd'hui, quand même, avec 6 ans de recul, c'est quand même le plus simple. C'est vraiment de mieux accompagner nos bénéficiaires du RSA et faire un accompagnement vraiment personnalisé dès le début, au plus vite quand ils s'inscrivent. C'est encore ce qui fonctionne le mieux. Mais on va continuer à faire des dispositifs. Et si, puisque vous avez l'air d'être
dans votre question, je sais pas tout, enfin j'ai compris votre question, mais j'ai senti que vous aviez beaucoup d'idées et derrière, on est naturellement preneur. Comme toujours, on travaille beaucoup avec les acteurs de l'insertion, mais il y a certainement des choses encore à améliorer. Florestan Groult, rapidement. Et ensuite, vous avez peut-être une ou deux phrases de conclusion si vous souhaitez. Oui, il y a une multiplicité effectivement des dispositifs et des interventions possibles. Bruno Bernard en a cité quelques-unes. Nous, sur le sport, on a travaillé aussi avec du stade vers l'emploi. Donc, preneur évidemment d'être à l'écoute de l'ensemble des idées ou des choses qu'on peut expérimenter sur ce sujet-là. Et sur la jeunesse, dire qu'on n'a pas pu le faire sous ce mandat-là, mais il y a un dispositif là qui incube pour mettre en avant l'engagement des jeunes. C'est un dispositif qui viserait à faire reconnaître, à donner une enveloppe pour soutenir les projets décidés par les jeunes pour les jeunes, avec cette idée aussi de les laisser dans la possibilité de penser la génération d'après, c'est-à-dire celles et ceux qui auront bénéficié une année du dispositif seront celles et ceux qui animeront le dispositif pour d'autres l'année suivante. Merci beaucoup. Deux phrases de conclusion ou pas? Eh bien, merci, je l'ai déjà dit. Voilà. Et puis quand même, nous sommes dans le cadre d'élections, donc je vous invite simplement à voter les 15 et 22 mars. Non, pour qui vous voulez, mais à voter. Voilà, okay. Les 15 et 22 mars. Si vous n'êtes pas là, à faire une procuration. Et si vous n'avez pas de porteur, on peut s'en occuper. À faire voter autour de vous. C'est essentiel pour notre quotidien. C'est bien l'élection métropolitaine. Il faut aussi voter au municipal, mais c'est bien l'élection métropolitaine qui a un impact très fort sur tout ce que porte le pacte du pouvoir de vivre. Merci beaucoup. Un petit mot. Oui, allez voter. Oui. Et nous aussi, on a quelqu'un, si vous voulez prendre des procurations, qui est là. D'accord, ok, parfait. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Et oui. Attendez, pour une métropole des droits garantis, pour une métropole avec de l'égalité territoriale, et pour une métropole où la démocratie sociale et l'auto-organisation habitante ont toute leur place. Merci à tous les deux. Alors, si vous voulez bien rester 2 minutes ou 3 minutes de plus, Sonia Paco va nous faire une sorte de rapport d'étonnement, on peut dire ça, de regard. Voilà, je ne sais pas Sonia. Si on va faire un rapport d'étonnement, étant donné qu'on est un tout petit peu à la bourre. Je vais essayer de faire plutôt concis. Tout d'abord, au nom du groupe local, on se réjouit d'un débat finalement respectueux. Et c'est important pour la qualité du dialogue et des débats. On vous remercie vraiment d'avoir accepté justement de débattre et aussi de vous confronter aux questions des métropolitains et des métropolitaines. On a bien compris que peut-être que d'autres avaient un peu plus de difficultés en la matière. Donc un vrai merci là-dessus. Et on espère que vous, dans la salle, vous repartirez un peu plus éclairés sur les propositions de chacun des candidats et que vous avez eu la possibilité de vous exprimer, même si on sait que le temps nous contraint toujours et limite cette expression. Alors, nous, on a identifié à la fois des écarts entre vous, mais aussi un certain nombre de points de convergence. Et puis, on a aussi repéré quelques propositions qui faisaient écho aux propositions du pacte de pouvoir de vivre et d'autres qui faisaient un peu plus d'écart, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et enfin, ce qui est important pour nous, vous l'avez bien compris, c'est aussi cette question de démocratie, de relation au corps intermédiaire. Donc, on a bien entendu, a priori, que vous partagiez cette préoccupation. Monsieur Bernard nous a même indiqué que ce qui avait été expérimenté pourrait être amplifié. Donc nous prenons bonne note de ça et quelle que soit l'équipe sortante et élue, nous prendrons effectivement rendez-vous pour pouvoir prolonger ce que nous appelons de nos voeux en termes de dialogue constructif. Et enfin, merci aux équipes techniques du Palais de la Mutualité pour leur travail. On peut les applaudir. J'ai déjà eu l'occasion de remercier les candidats, mais je voudrais qu'on remercie chaleureusement Olivier pour son animation. Un grand merci à l'ensemble des bénévoles de nos organisations, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un événement comme ça quand on n'a que dalle de budget. C'est bien parce qu'effectivement, on a des bénévoles et des militants dans nos organisations et on peut les applaudir encore une fois pour assurer le terrain.
Et un grand merci à vous pour votre participation. À très bientôt, peut-être sur un événement du Pacte du pouvoir de vivre. Et surtout, allez voter ou faites votre proc. Grand merci et bon retour à vous.